monsieur, bonsoir. 209 cas confirmés au soir du 31 mars 2020 au Cameroun. 6 décès et 10 personnes déjà guéries. C'est le triste bilan ce soir du coronavirus qui, comme vous le savez, sévit dans le monde entier. Près de 840 000, exactement 838 061 personnes atteintes, 40 708 décès ce soir dans le monde entier. Et le Cameroun donc essaye de faire face à cette pandémie comme la plupart des pays à travers le monde. Des personnalités sont atteintes, certaines sont décédées, d'autres continuent, le citoyen lambda et bien d'autres continuent donc de lutter contre cette maladie pendant que le gouvernement essaye de faire appliquer des mesures qui jusqu'ici ne semblent pas toujours comprises par les populations. Le président de la République a décidé ce soir de la création d'un fonds de soutien dont la cagnotte déjà disponible est d'1 milliard de francs CFA. Comment est-ce qu'elle va être financée? À quoi va-t-elle servir? Comment est-ce que la maladie est abordée dans notre pays? Les mesures prises peuvent-elles véritablement et de façon efficiente combattre cette pandémie dans notre pays? C'est un peu l'essentiel de ce qu'on va se dire ce soir à travers deux thèmes. Le premier d'abord va porter, et je le dis de façon littérale, coronavirus, comprendre l'évolution de la pandémie au Cameroun. Et le deuxième thème parlera du volet politique de cette pandémie pour essayer évidemment d'apprécier les décisions des pouvoirs publics. 3 panélistes, dont 2 sur le plateau, vous le savez, depuis la prescription des mesures gouvernementales. Nous avons choisi à STV de les appliquer tout entières. C'est pour ça que désormais nos émissions de débat ne reçoivent que 2 panélistes sur le plateau. Nous sommes avec Maître Joseph-Claude Biliga ce soir pour le RDPC, non avocat au barreau du Cameroun. Bonsoir Maître. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Merci de m'avoir invité. Nous sommes également avec le docteur Franck Kamgia Kwam. Il est du MRC. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Jupiter Tongor. Merci de nous donner l'occasion d'éclairer la lanterne des millions de Camerounais sur cette pandémie qui nous touche de plein fouet. Vous êtes médecin généraliste, membre de la Fondation Camerounaise du Cœur. Je voudrais également inviter ou saluer de façon assez spéciale le 3e invité de ce soir. C'est une dame, elle est représentante ou présidente pays du PCRN pour les États-Unis avec domicile à Washington, D.C. Le docteur Marie Baga est en ligne par Skype. Bonsoir, docteur. Docteur Baga, bonsoir. On vous a perçu. Je sais que vous êtes déjà en ligne. Je rappelle simplement que vous êtes médecin de santé publique, spécialiste en santé internationale, et vous travaillez également sur ces questions-là. On va en discuter avec vous d'un moment à l'autre, une fois que vous êtes en ligne. Mais déjà, avant, Maître Biliga, dites-nous, dans l'ensemble, dans l'ambiance générale qui est le Cameroun aujourd'hui, comment est-ce que vous regardez cette évolution de la pandémie? Cette évolution fait peur et je pense qu'elle risque d'être encore plus importante. Et cette maladie est une maladie contagieuse, donc qui, une fois qu'elle a pu atteindre par exemple une personne, peut atteindre beaucoup de personnes qui sont dans la même maison par exemple ou dans le même milieu. Donc cette maladie risque, si on ne fait attention, de voir des cas de contagion plus élevés d'un jour à l'autre, se multiplier d'un jour à l'autre. D'où la nécessité, peut-être qu'on va y revenir, pour chacun d'entre nous de prendre conscience de cette réalité de la maladie qui n'est pas la maladie des Blancs, comme certains l'ont évoqué, qui n'est pas la maladie des pays froids, et donc où la chaleur des tropiques pourrait protéger les citoyens des tropiques contre cette maladie. Et donc chacun doit prendre conscience et se dire, il peut être le vecteur de cette maladie, il peut être malade, il peut être celui qui transmet la maladie. Docteur Kwam, pardon, vous êtes davantage dans l'environnement
médical. Hein. D'ailleurs, je voudrais peut-être à travers vous saluer tout ce personnel, les médecins, les infirmiers, les soignants, bref, tous ceux qui au quotidien se sont mobilisés vraiment pour essayer de faire face à cette maladie. Vous, comment est-ce que vous appréciez cette évolution au Cameroun? Quel premier regard? Écoutez, je ne suis pas surpris, hein, Monsieur Djipita. Pour avoir vu l'évolution ailleurs, pour ceux qui comprennent les mécanismes d'évolution de cette maladie dans la population et aussi au vu des insuffisances des premières mesures que nous avons prises, ce n'est pas une surprise de voir autant de cas. Et j'aimerais vous dire que ça, ce sont les cas qu'on a pu dépister. Parce que, écoutez, même dans les pays où on dépiste le mieux, on vous dit que le nombre qu'on dépiste est de 27 fois inférieur au nombre réel de cas. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui seront contaminées et puis qui ne manifesteront aucun symptôme. Donc, ça veut dire que si chez nous, on prend seulement cette proportion de 27, on se retrouve quand même à, théoriquement, en termes de nombre de cas, plus de 5200. Plus de 5200 cas, ce qui est quand même énorme. Plus de 5000 personnes contaminées, ce qui est déjà énorme, ce qui ne nous surprend pas, comme je l'ai dit plus tôt. Et des chiffres qui devraient nous amener à prendre conscience de ce que la situation est assez grave. Pour savoir un peu comment la maladie évolue ailleurs, je crois que le docteur Baga ne sera pas contre moi sur ce point. Si nous ne faisons pas attention, ce sera l'hécatombe. Je rappelle également qu'on aurait dû être avec le docteur Bruno Tengan. Il est pneumologue, directeur du centre des maladies respiratoires. C'est ici à Douala. Malheureusement, pour les raisons de la cause, il a été empêché ce soir. Hein. Il n'a pu être là. Alors, est-ce que le docteur Baga est déjà revenu en ligne? Oui. Voilà, docteur. Alors vous, je rappelle, vous êtes à Washington, D.C. Quel regard vous jetez sur l'évolution de cette maladie ici au Cameroun? Bonsoir à tous vos téléspectateurs et à vous aussi et aux co-panélistes. Comme le collègue l'a dit tout à l'heure, le regard jeté d'un point de vue global et surtout en termes de santé publique, parce que j'aimerais nous inviter aujourd'hui à regarder les choses d'un point de vue santé publique, c'est-à-dire d'avoir le point de vue global de la situation. Quelle est la stratégie aujourd'hui qui permet qu'en bout de chaîne de la prévention et peut-être de la médecine curative de cette pandémie de coronavirus au Cameroun, les choses soient bien faites. Donc, de ce point de vue-là, la première chose à noter, c'est que le Cameroun a un retard de moins de 3 à 4 mois sur ce qui s'est passé sur le début de la pandémie qui a commencé en Chine au mois de décembre. Bon, comme le collègue disait tout à l'heure, effectivement, nous allons assister à une montée de cas détectés, comme ça l'est aussi dans tous les pays. Vous savez aussi bien que l'Europe et les États-Unis aussi ont 3 mois de retard sur cette pandémie. C'est pour ça qu'on peut voir aussi que ça continue de grimper là-bas aujourd'hui, pendant qu'en Chine, où les choses ont commencé, c'est en train de dégringoler un tout petit peu en ce moment. Donc, le regard vu de l'extérieur de comment les choses se passent, par exemple, dans notre pays, est que le Cameroun prend conscience un peu tardivement, et c'est normal si les pays comme la France, l'Italie et le reste ont 3 mois de retard sur cette pandémie. Combien de fois les pays comme le Cameroun, qui sont beaucoup moins préparés du point de vue infrastructurel que ces autres. Donc du coup, c'est normal que Alors, on va retrouver le docteur Baga. Peut-être quelques petits soucis, on va la retrouver dans un moment. Maître Biliga, les médecins expliquent la logique, que vous le disiez, de l'évolution de cette maladie en ce moment. Mais ça interpelle un peu les mesures qui ont été prises. D'abord, la plupart des cas qui propagent la maladie ici, le ministre de la Santé publique l'a dit lui également,
c'est pour l'essentiel bon nombre de Camerounais qui sont venus de l'étranger. On aurait pu éviter cette propagation, ou alors cette méthode-là de propagation, de contamination de la pandémie ici. Cela est vrai. Cela est vrai. Peut-être qu'on aurait pu prendre d'autres mesures, mais il ne faut pas oublier non plus que lorsque la décision a été prise en mi-mars, tous ceux qui sont arrivés ont été confinés. Le 17 mars. Le 17 mars, ils ont été confinés dans les hôtels, pris en charge par l'État. Il se trouve malheureusement que certains ont estimé qu'ils ne devaient pas rester confinés et on peut partir. D'autres, vous avez appris à travers le communiqué de monsieur le gouverneur de la région du centre que nous sommes même permis de faire entrer dans les hôtels à Yaoundé leurs petites amies et autres. Donc je pense que il faut peut-être blâmer, il faut peut-être dire que le gouvernement aurait pu faire mieux, mais il faut beaucoup plus blâmer le comportement de nos concitoyens. C'est-à-dire qui informaient de ce qu'il y avait un risque pour eux d'être porteurs d'une maladie contagieuse et qu'ils avaient intérêt pour eux et pour la population et pour leur famille de rester cantonnés. Certains ont confiné, je veux dire, certains ont pensé qu'il fallait fuir les centres de confinement pour pouvoir aller retrouver leur famille. J'avais suivi un témoignage d'un de ceux-là qui étaient dans un hôtel du côté de Bonaloka, qui disaient qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé à manger. Il est évident que lorsque vous arrivez à 23 h dans un hôtel, la plupart du temps, il n'y a pas à manger. Donc vous pouvez supporter, puisque dans l'avion, on vous donne quand même un peu à manger à une certaine, tout au long du voyage, et attendre le matin pour pouvoir prendre, pour que les dispositions soient prises. Comme on aurait également pu prendre des dispositions pour que... Oui, mais je peux vous le dire, ce n'est pas un secret, mais j'ai la chance de connaître des personnes qui ont assuré un peu cette arrivée. C'est vers 17 h que, par exemple, le responsable de tourisme et autres a été informé de ce que cet avion l'avion devait arriver cette nuit-là et qu'il fallait prendre des dispositions pour pouvoir pour réquisitionner des hôtels. Ça veut dire qu'en réalité, il faut noter, le reproche qu'on fait au gouvernement aujourd'hui, on l'a fait à la France, hein, parce que depuis, en décembre, le docteur Mbaga l'a dit, la Chine était déjà atteinte, mais lorsque vous suivez les échanges qui ont eu lieu, même au niveau des médias, au niveau de la France, vous vous rendez compte qu'on accuse le gouvernement d'avoir... Ça veut dire qu'on peut dire que ce reproche, justement, résonne encore plus fort, d'autant plus que les fautes, si tant il est vrai qu'il y a eu faute, ou les erreurs avaient été commises déjà ailleurs, on aurait pu anticiper. Oui, ça c'est vrai, mais sauf qu'en réalité, on n'aurait pas pu penser que la menace viendrait des avions. Ok. Ben, on n'a pas pensé à ce moment-là que la menace viendrait des avions. Et ça a été de manière brusque. Lorsqu'on s'est rendu compte qu'effectivement, ces avions, on doit pouvoir fermer les frontières. À ce moment-là, malheureusement, je pense que c'était un peu tard. C'était un peu tard parce que beaucoup de nos compatriotes qui étaient dans ces avions-là étaient porteurs du virus. Et la question que l'on se pose aujourd'hui, pourquoi est-ce que nos frères, nos compatriotes ne pouvaient pas rester dans leur pays? Parce qu'il y a certains qui sont venus qui ne vivent pas au Cameroun. Il y a certains qui vivent au Cameroun, mais d'autres qui sont venus juste peut-être pour des vacances ou bien pour fuir le cantonnement qui avait été lancé en France ou bien qui était menacé d'être envoyé. Et malheureusement, d'être fait. Et ils sont arrivés au Cameroun et n'ont pas cru devoir se soumettre aux mesures de précaution sanitaire prises par le gouvernement. Donc je dis, vous savez, ce n'est pas toujours facile. La riposte que le gouvernement fait vient de manière progressive. Parce que si dès décembre, par exemple, on avait dit on ferme toutes les frontières, vous pouvez imaginer qu'on aurait dit que c'est par anticipation, que c'était trop tôt. Fermé en décembre, alors qu'il n'y a pas de cas de coronavirus, la menace n'est pas très grave, il n'y a que la Chine qui a ce problème, on aurait pu le dire. Mais lorsque... Entre 2 mots, il fallait trouver le moindre. Moi, je crois que c'est ce que le gouvernement a fait. D'accord. Je rappelle, ce soir, vous en avez parlé, le gouvernement dit avoir dépensé 650 millions de francs CFA, ou du moins, que la facture auprès des hôtels qui ont accueilli ceux de la diaspora qui étaient en quarantaine, à ce jour, du moins au 30 mars, la facture s'élevait à 650 millions de francs CFA. C'est une information donnée par le ministre de la Santé publique. Je reviens sur cette question. Si le docteur Baga est en ligne, elle peut intervenir. Voilà. Docteur, vous y allez vous développer à l'instant, excusez-nous.
Vous étiez en train de développer. Oui, excusez-moi, ou je sais pas, la connexion. Oui, j'étais en train d'expliquer, et d'ailleurs, j'invitais les collègues et puis Maître Pelika qui est là, de regarder plutôt ce qu'on appelle en anglais the big picture, parce que en bout de chaîne, ce qui se passe en bout de chaîne reflète ce qui est dans la stratégie globale. Et la stratégie globale, comme je le disais tout à l'heure, c'est une stratégie de santé publique. Ça veut dire que ça n'inclut pas seulement la médecine préventive, ni d'ailleurs les mesures prises pour confiner ou pour tester, ça inclut beaucoup d'autres choses. Et je pense que le procès de la diaspora camerounaise qui amènerait la maladie au Cameroun, c'est un faux procès pour une raison qui est simple. La Chine, les États-Unis ou la France, ils ont vu, c'est d'ailleurs pour ça que les États-Unis ont décidé très tôt d'arrêter les vols vers l'Europe parce que cette maladie se transportait justement à travers les voyageurs qui allaient d'un pays à un autre. Bon, de toute façon, les avions qui viennent au Cameroun tous les jours ne transportent pas que les Camerounais qui rentrent au Cameroun. Ça n'aurait pas été les Camerounais, ça aurait été d'autres personnes. Donc, je pense que c'est un faux procès et ne nous concentrons pas sur ça parce que ça nous distrait des choses réelles. La stratégie réelle, quelle est la stratégie que le gouvernement a pour faire qu'en bout de chaîne, c'est-à-dire la médecine curative, parce que les médecins, jusqu'à présent, il faut saluer leur courage, mais on n'a même pas encore commencé à prendre en charge massivement comme dans certains pays, d'où le retard dont je parlais tout à l'heure. Et maintenant qu'on commence à faire des annonces, moi, c'est ce qui me dérange un tout petit peu, ce manque de stratégie globale qui consiste juste à faire des annonces phares, comme ce soir, le milliard, comme les nouvelles stratégies de riposte, les 4 qui ont été dénombrées par le ministre de la Santé, sans pour autant mettre ce qu'on appelle des mesures d'accompagnement. Si je dois revenir aux mesures prises par le Premier ministre, pourquoi ça tarde à venir? C'est ça qui inquiète. Pourquoi ça tarde à être implémenté? Parce qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Comment on confine les Camerounais chez eux? On évite que les gens aillent dans au marché pour vendre, par exemple, les vivres et ne pas leur donner des moyens étant à la maison de subvenir à leurs besoins. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais développer, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis ici dans ce plateau, parce que je pense qu'il faut qu'on arrête à un moment donné de vouloir toujours copier-coller les stratégies, même si elles ont été prouvées ailleurs. Parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Je vous prends un exemple de la Chine. La Chine, c'est un pays qui est totalement différent du Cameroun et encore de la France ou bien des États-Unis. Ils ont eu cette stratégie du confinement qui a marché jusqu'à présent, on peut le dire. Mais pourquoi ça a marché? Allons dans les détails. Parce que le citoyen chinois et le gouvernement chinois, ils sont dans un respect de l'autorité et de ce que l'autorité publique dit. Donc, ça veut dire que quand le gouvernement chinois a dit confinement total, les gens sont restés chez eux et on leur a donné des moyens pour continuer à vivre leur vie tout en étant confinés. Et ça a quand même duré 3 mois. La deuxième chose, c'est la généralisation des tests qui est préconisée, par exemple, par l'OMS, ça veut dire confiner les gens et généraliser les tests. Ça, je veux bien, il y a certains pays, par exemple, comme l'Allemagne, qui l'ont fait. Mais encore une fois, ces pays se permettent de faire cela parce que c'est l'Allemagne. Et moi, aujourd'hui, il y a quelque chose à dire ou à faire pencher les spécialistes ou bien le gouvernement là-dessus, c'est de spécifier ou alors de calibrer l'intervention au contexte camerounais. Il faut contextualiser et arrêter de copier-coller ce que les autres font. Parce que ce que les autres font, ils l'ont fait par rapport à leur contexte et ce ne sont pas toujours les mêmes stratégies. Par exemple, aux États-Unis, le président Trump n'a pas encore accepté le test généralisé. Il veut toujours tester les cas qui sont suspects. Et en Allemagne, il y a des tests généralisés et ainsi de suite. Donc le Cameroun, à un certain moment, doit pouvoir de manière collégiale, parce que c'est un problème de santé publique, c'est-à-dire ça touche la médecine curative, préventive, les chercheurs, virologues et la société civile,
mettre en place sa propre stratégie liée à son propre contexte. D'accord. Pour pouvoir combattre ce coronavirus, parce que, je vais finir par là, Oui. l'échec en général des mesures, même prouvées ailleurs. Je vais prendre un exemple, juste une analogie. Une BMW qui a une espérance de vie à Washington de 20 ans parce qu'elle roule sur les routes de Washington, rendue au Cameroun, on ne peut pas appliquer la même espérance de vie parce que les routes ne sont pas les mêmes. Et c'est de ça qu'il s'agit dans cette riposte. Tant qu'on n'a pas encore fait un collège de scientifiques, de médecins et de personnel de la société civile et des organisations internationales pour trouver la spécificité du Cameroun dans cette riposte, je pense qu'on sera toujours dans les tâtonnements et des effets d'annonce qu'on voit par-ci, par-là. D'accord. Docteur Kwam, vous restez en ligne évidemment, docteur Baga. Le ministre de la Santé publique a annoncé le 27 mars la nouvelle, du moins, il a mieux précisé la stratégie qui va être déployée à partir du 2 avril, en commençant par Douala entre le 2 et le 7 avril. Ils ont défini 4 axes principaux. D'abord, la recherche active et précoce des cas par un testing généralisé. Le ministre a avoir mis sur le terrain 1499 personnels qui vont parcourir les différentes rues et quartiers de Douala pour faire ces tests-là. Une prise en charge qualitative des cas avec extension des capacités. Le gouvernement a annoncé la réquisition ou alors la mise à disposition des logements sociaux d'Olembe 550. Et ici à Douala, on parle de 650 logements sociaux du côté de Yassa. Troisième, la régulation sociale pour éviter la propagation. Il s'agit de ces mesures de restriction, on peut le dire comme ça, des mouvements, que ce soit dans les marchés. On a vu que le marché central, par exemple, a été complètement fermé vendredi dernier pour être nettoyé. Le 2, il sera également et quelques autres marchés. Bref, les maires, à leur niveau, essaient de prendre des mesures. Et puis une gouvernance et une redevabilité. Sur ces mesures-là, vous en faites un commentaire? Avant d'arriver à ces mesures, je crois qu'il est temps d'arrêter de tâtonner. Écoutez, le MRC, le 4 mars, à travers son secrétaire national à la santé, Dr Oko, a sonné l'alarme. À un moment, je pense que dans ce pays, à un moment, il faut qu'on apprenne à s'écouter. L'alarme a été sonnée le 4 mars. Il n'y avait même pas un cas. Nous avons dit nous ne sommes pas prêts. Quelque temps plus tard, le premier cas est arrivé. Après le premier cas, les Camerounais sur les réseaux sociaux ont réclamé à corps et à cri de fermer les frontières. On les a fermés avec ce qu'on voit aujourd'hui trop tard. Très bien. Les 13 premières mesures, revenons aux 13 premières mesures. Dites-nous, bon, le but était de stopper la propagation. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que près de 400 ou 500 passagers se sont volatilisés. Très bien. Dans la nature. Très bien. Alors, vous savez, on ne peut pas mettre le gouvernement et un individu sur le même piédestal. Je suis désolé. Écoutez, lorsque même en France jusqu'à présent, avec le confinement, il y a des gens qui réussissent à dribbler. Vous croyez que c'est parce que nous sommes trop inconscients ou bien nous sommes les plus inconscients de la Terre? C'est la nature humaine. Même en Chine, pour que les gens respectent le confinement, monsieur, il y avait des policiers dans la rue pour que les gens respectent le confinement. Le seul pays qui a montré de la discipline, c'est la Corée du Sud. Il dit, en Corée du Sud, on n'avait pas besoin de mettre un policier dans la rue. Quand le gouvernement a dit, voici les mesures, tout le monde s'est mis à carreau. Très bien. Lorsqu'on n'a donc pas une population qui peut obéir, dès qu'on donne un ordre, qu'est-ce qu'on fait? On prend des mesures. Comment des prostituées ont pu entrer dans un hôtel où les gens étaient en confinement? Attendez donc, ça veut dire qu'on a mis des gens dans un hôtel et puis on ne les surveillait pas. Mon Dieu, alors que la nature humaine est fait de sorte que les gens vont toujours essayer de s'échapper. Comment ça a été possible? Donc ça veut dire qu'on a juste mis des gens dans des hôtels et on n'a pris aucune mesure à côté. C'est quand même assez
assez dangereux ce qu'on a fait. Comment des gens qui étaient censés être en confinement ont réussi à se volatiliser? Lorsqu'on connaît la capacité de ce gouvernement à surveiller ses opposants, il faut quand même s'interroger. Parce que, écoutez, le coronavirus est plus dangereux que même pour tous les Camerounais, hein, que même 20 MRC. Parce que lorsque c'était le MRC, je suis sûr que dans tous ces hôtels, il y aurait eu au moins 3 camions de policiers et de gendarmes en dessous. Dans un moment, il faut qu'on soit sérieux. Et lorsqu'on voit la nouvelle stratégie, on dit qu'on va déployer 1499 agents de santé communautaire pour dépister dans les maisons. Vous avez vu quel pays faire ça? Personne ne va dépister dans une maison. Et je vous explique pour une raison très simple. Si j'ai 10 maisons dans un quartier et que je dois dépister les 10 maisons, est-ce que vous savez qu'à chaque fois, je dois entrer dans une maison avec une combinaison spéciale, c'est-à-dire pour me protéger, et ressortir, l'enlever, aller dans l'autre maison avec une nouvelle combinaison? Ça va coûter combien, M. Djipita? Je crois que lorsqu'on n'a pas de moyens, on réfléchit à trouver de meilleures solutions. Et puis lorsqu'on va dépister massivement à Douala, entre-temps à Yaoundé, la maladie va s'arrêter, le coronavirus à Yaoundé va attendre, il va dire bon, je vous attends, j'attends que vous veniez aussi me dépister. Ou bien à Bafoussam, je crois qu'aujourd'hui il y a 6 villes qui sont touchées, si je ne me trompe pas. Alors lorsque 6 villes sont touchées, qu'on dit qu'on va dépister seulement à Douala, entre-temps dans les autres villes, le virus lui reste tranquille. Je crois qu'à un moment il faut qu'on... Et lorsqu'on dit gouvernance et redevabilité, on est en train de gouverner quoi sans réel plan. Le coronavirus, c'est vrai, c'est le gouvernement qui tient la barre, qui communique, mais derrière, ce sont les experts qui gèrent la situation. Quand on dit expert, c'est un problème médical. Vous n'allez pas croire que le gouvernement ne s'est pas entouré de... En tout cas, un comité scientifique. Lorsque j'observe les mesures, peut-être il y a des experts, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas écoutés. En tout cas, parce que lorsque vous observez les mesures, si vous écoutez un médecin qui sait un peu comment ça se passe ailleurs, qui sait un peu comment ailleurs les gens se débrouillent pour gérer ça, vous vous demandez comment ça se passe. Pourquoi? Voici un point, par exemple, qui n'est jamais évoqué, le personnel médical. Oui, mais le ministre de la Santé publique a fait un rappel. Hein. Il a demandé d'intégrer tous ces personnels qui étaient déjà en voie d'intégration. Très bien. Il les a rappelés rapidement pour renforcer. Il a fait un communiqué. Ben, je pense que le processus administratif est très bien. Lorsque vous voyez la communication en France, vous avez vu comment ça se passe. C'est-à-dire, lorsqu'on a une guerre, parce que nous sommes en guerre, il faut galvaniser les troupes. Ne donnons pas l'impression que les soldats sont des moins que rien. Et dans cette guerre, les soldats de première ligne, c'est le personnel médical. Jean-Claude Biliga. Joseph Claude. Joseph Claude, qu'est-ce qui m'arrive vous ce soir, pardon. Pourtant, vous êtes un invité habituel. Alors, vous allez certainement répondre aux 2 ou 3 remarques qui ont été faites aussi bien par le docteur Baga que le docteur Kwa, mais je voudrais ajouter celle-là. Oui. Et c'est l'une des épines que le Cameroun semble avoir dans sa chaussure. Tout le monde dit ailleurs, quand même, le gouvernement consulte toutes les parties prenantes de la société civile, les politiques, l'opposition. On a vu le clergé dans les autres pays se mobiliser. On voit par exemple au Sénégal des séances de travail avec toute la communauté nationale. Et ici, on se demande si le gouvernement est suffisamment armé, s'il ne prend pas la question de haut. Pourquoi le gouvernement ne consulte pas les autres entités de la République, par exemple? Okay. Je voudrais, avant de répondre à votre question, vous dire qu'il est très difficile il est très facile lorsqu'on n'est pas dans l'action de porter des critiques. Absolument. Vous avez suivi les 2 interventions de mes prédécesseurs, de PCRN et de MRC. Ces interrogations disent une chose et le contraire. On nous dit le Cameroun devait s'inspirer... Non, le Cameroun doit être un pays spécifique qui doit pouvoir prendre ses mesures sans tenir compte de ce que les autres ont fait. Ce que j'ai pu comprendre de PCRN. Où on nous a dit que les faits, on ne faut pas parler de la diaspora. La diaspora n'a rien à foutre là-dedans, alors que nous savons bien que c'est dans les avions que cette maladie est arrivée officiellement ici.
peut-être qu'il y avait les gens malades, on ne sait pas, mais c'est à partir des avions qu'on s'est rendu compte qu'il y avait les gens malades. De l'autre côté, on nous dit, non, il ne faut pas prendre cette mesure, on ne peut pas envoyer les policiers, les médecins dans les maisons, il faut voir ce que les autres ont fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit on suit ce que les autres ont fait, soit on ne suit pas ce que les autres ont fait, et nous avons notre spécificité que nous mettons en pratique. Cette spécificité qui veut, par exemple, que lorsque cela est nécessaire, nous nous retrouvons autour d'une table, comme on l'a fait avec le gars Dialogue National. Il y a certains pays qui n'ont pas fait, alors qu'ils étaient dans les mêmes problèmes que nous, ou bien pire que ça, mais nous on l'a fait. Donc je dis que, et en plus, il n'est pas tard. Il faut quand même comprendre que le véritable problème de cette crise sanitaire commence, disons, officiellement le 17 mars. Nous sommes le 31 mars, ça fait 2 semaines. Le gouvernement a naturellement, tout à l'heure vous avez posé une très belle question à un représentant d'un message demandant qui pense qu'au niveau du gouvernement, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de professeurs. Vous, les journalistes, faites un travail très très important dans ce pays aujourd'hui. Lorsque vous suivez les émissions de vos chaînes, des chaînes concurrentes ou la vôtre, vous voyez que vous faites appel à tous les Camerounais qui ne sont pas forcément du RDPC, qui ne sont pas forcément actuellement au Cameroun. La plupart d'entre eux, ce sont même beaucoup plus nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos compatriotes de la diaspora, qui sont médecins, qui sont naturopathes, qui nous parlent de ce truc. Vous croyez que le gouvernement est sourd à tout ce qui se dit de par ces compatriotes-là? Non. Le gouvernement suit ce que nous disons et ils ont le choix parce que quelle que soit la décision qui sera prise, elle sera critiquée. Vous parlez de confinement, on va vous dire oui, il y a eu confinement en Italie, mais il n'y a plus de morts en Italie que nulle part ailleurs. Vous parlez de confinement en France, on va vous dire oui, il y a le confinement en France, mais jusque-là également, il y a beaucoup de morts. Qu'est-ce qu'on va faire au Cameroun donc? On fait le confinement, ça sera un problème. Parce qu'on va vous dire que les bérams ne peuvent pas manger. Mais je dis quand même une chose. Nous avons quand même une expérience dans ce pays. Peut-être que lui n'était pas encore né ou était encore très jeune. C'était les villes mortes. Il y a eu le confinement au Cameroun lors des villes mortes, où on faisait une semaine, surtout à Douala, je voulais dire, où pendant une semaine, pendant 5 jours, personne n'avait le droit de sortir. C'était également le fruit d'un traumatisme dû aux violences, hein, il faut pas le dire. Non, le problème, ce n'est pas le traumatisme. Le traumatisme, on doit être préparé à ça, puisque la guerre peut venir. S'il y a une guerre, qu'il y a les bombes qui tombent, personne n'ira au marché. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas qu'on mette dans la tête des Camerounais qu'il est impossible qu'on arrive à un confinement. C'est possible. C'est pour cette raison que les décisions qui sont prises aujourd'hui par les maires, comme de celles que vous venez d'indiquer, en disant par exemple qu'il y a la semaine dernière, vendredi dernier, un maire RDPC a quand même décidé de fermer les plus grands marchés de Douala. Douala deuxième est le marché central. Et elle remet ça à jeudi 2. Elle remet à jeudi 2. Douala, et même à Douala 5e remet ça à jeudi. Et je crois qu'il y a également Bonabéré qui a pris des décisions. À nouveau de Bonabéré, qu'est-ce qu'on a dit? Et on a essayé d'établir une sorte de rotation au niveau de la présence au marché. Les commerçants qui vendent par exemple le poisson, dans un exemple banal, ils vont peut-être vendre de 8h à 12h. Ceux qui vendent tel autre denrée, ils vont le faire 2 fois ou 3 fois par semaine. C'est des mesures qui sont en train d'être prises. Il ne faut pas oublier que personne n'était véritablement préparé à affronter cette menace. Elle arrive, au fur et à mesure qu'elle arrive, les gens se préparent, les gens réfléchissent, les gens s'organisent. Tout à l'heure, en venant ici, je suivais une chaîne concurrente, et l'adjoint au maire, je crois, sauf si je me trompe, de Douala 5e du PCRN, qui disait que dans leur quartier, le PK10, ils ont acheté ces appareils de thermo, tous ceux qui rentrent dans le quartier, on essaie de voir quelle est leur température. Les populations peuvent s'organiser au niveau des quartiers pour pouvoir gérer. On a vu, et là, je n'étais pas au Cameroun, mais j'ai vu une image, je crois que c'était ailleurs du Congo, où le problème qui s'était posé sur le lavage des mains. Parce que les gens ont estimé que lorsque vous voulez ouvrir, par exemple, le robinet, vous lavez vos mains et vous le refermez, vous refermez sur le robinet, il peut arriver que vous remettez encore, vous recontaminez encore ces robinets. Il y a des gens qui ont créé des systèmes où on prend du savon à partir des pédales, des pieds, et on prend de l'eau également à partir des pieds. Donc je veux dire que la réponse doit être de manière graduelle. Et chaque idée qui est donnée doit être une idée positive. Elle permet au gouvernement de se réajuster. Docteur Baga,
Je voudrais vous reprendre sur les mesures prescrites le 27 mars, ou alors annoncées le 27 mars par le ministre de la Santé publique. Je les rappelle rapidement. Recherche active et précoce des cas par un testing généralisé. Prise en charge qualitative des cas avec extension des capacités. Régulation sociale pour éviter la propagation. Et puis, gouvernance et redevabilité. Oui, merci beaucoup de me... Oh là là. Oui, merci beaucoup de me relancer. C'est la pub ou... Allez-y, vous êtes à l'antenne, effectivement. Avant d'aller à votre question spécifique, je voudrais rappeler aux co-panélistes vraiment de ne pas faire l'amalgame parce que, en ce qui concerne le docteur Belinga et moi-même, qui sont des professionnels de la santé, il s'agit, c'est au-delà de la politique et c'est d'ailleurs ce qu'on reproche ces derniers temps au gouvernement parce que les effets d'annonce sont juste pour essayer de faire croire aux gens que des choses sont faites. Du moins, de mon point de vue, il s'agit de la technicité et nous concentrons-nous sur comment on aide et on propose des choses pour aller de l'avant et ne pas toujours regarder en arrière parce que de toute façon, au jour où nous en sommes aujourd'hui, ça ne nous avancera peut-être pas à grand-chose. On va apprendre des leçons, mais ce sera pour avancer. Quand je finis de dire ça, je vais dire à Maître Belinga que je suis... Maître Biliga. Pas Belinga. Biliga. Biliga. Ou Biliga, si vous voulez. J'aimerais vous dire que la spécificité n'est pas une mauvaise chose. Et d'ailleurs, c'est un combat que les professionnels de santé publique de par le monde mènent pour arrêter du copier-coller parce que c'est le copier-coller qui plombe nos politiques de santé publique. La contextualisation est la chose à faire. Donc, il n'y a ni l'amalgame ni quoi que ce soit. Il s'agit d'une stratégie qui paye parce que vous conviendrez avec moi que le Cameroun n'est pas la France, le Cameroun n'est pas la Chine et encore moins les États-Unis. On ne peut pas, même si une mesure marche aux États-Unis ou en Chine, l'appliquer les yeux fermés au Cameroun. Là, on est d'accord. Ce qui devrait être fait, c'est s'inspirer, comme les Américains. D'ailleurs, je veux rappeler que tout le monde s'inspire dans cette pandémie de l'expérience chinoise, sans faire exactement la même chose que la Chine a fait, parce que tout le monde reconnaît la spécificité. Maintenant, quand j'ai dit ça, je suis forcée de rejoindre mon collègue, le docteur Kamgwa. Le docteur Kwam. Docteur Kwam. Docteur Kwam, excusez-moi. Je suis forcée de rejoindre le docteur Kwam parce que il y a un temps pour reculer pour mieux sauter, on le comprend très bien. Mais on ne peut pas nier dans cette prise en charge globale de cette pandémie au Cameroun qu'il n'y a pas quand même un collège de professionnels. C'est-à-dire, on ne parle pas de médecins ici, il faut bien nous comprendre. Je parle de collège de professionnels de santé publique allant des virologues, infectiologues, médecins de santé publique, médecins de médecine préventive, de la société civile et le reste. J'ai, pour exemple, la ministre de la Recherche scientifique et ce qu'elle a dit récemment à la télé. Vous voyez, malheureusement, aujourd'hui, on a accès à l'information. Il y a beaucoup de professionnels qui sont à l'extérieur et parfois, on peut avoir honte quand on pense que c'est une ministre camerounaise dans une prise en charge globale d'une infection au Cameroun qui vient dire à la télé qu'on a découvert que ce serait la chauve-souris qui transmettrait cette maladie, alors que c'est quelque chose qui date de 2014 et encore. Je veux dire, maître, que moi je ne suis pas dans une dynamique de taper sur qui que ce soit, mais je suis dans une dynamique pour dire au gouvernement camerounais et à la société camerounaise en général de prendre des responsabilités pour faire des choses de manière collégiale. Je vais vous prendre un exemple au Burkina Faso. Le Burkina Faso, ce n'est pas la France. Ils sont en Afrique au sud du Sahara. Le ministre de la Santé burkinabé a donné une conférence de presse la dernière fois
énonçant les mesures concrètes de comment, de manière globale, les ministères impliqués dans cette lutte sont en train de s'organiser pour prendre en charge. Ils sont même allés jusqu'à mettre en place une équipe de chercheurs sur la pertinence de la chloroquine en milieu subsaharien et dans le protocole hospitalier. Je veux dire que le Cameroun, quand même, j'aime la proactivité du ministre de la Santé, c'est parfait. Mais à un moment donné, sortons des effets d'annonce. On peut excuser une semaine de recul pour voir comment on met en place les mesures d'accompagnement de confinement. Par exemple, les 1 milliard aujourd'hui, c'est encore un effet d'annonce. Et ça me permet de venir sur les mesures spécifiques qui ont été prises récemment par le ministère. Lisons-en peut-être une. Prise en charge qualitative des cas avec extension des capacités. Nous sommes des professionnels de santé publique et notre travail, c'est d'écrire des textes qui font joli à lire. Mais ça veut dire quoi exactement pour le Camerounais lambda qui se trouve à Belabo, qui n'est même peut-être pas au courant de ce qui se passe? Parce qu'à un moment donné, il faut sortir de cette politique qui veut qu'on fasse On peut avoir une photo. ce qui paraît le paraître. Il s'agit des questions de vie ou de mort. Je veux rappeler des chiffres. Au niveau mondial, aujourd'hui, il y a plus de 41 000 personnes mortes, décédées de ce coronavirus. Et je dis encore, quand vous voyez la courbe de gauche, nous ne sommes même pas encore au niveau de la moyenne. Nous sommes encore à la courbe montante et nous avons environ 3 mois de retard sur le reste du monde, au minimum. Si on ne peut pas avoir l'intelligence de se dire que, tout en faisant notre propre spécificité, bien entendu, parce que je suis contre le profit pour nous, mais d'apprendre des autres, de se dire que il s'agit d'avoir une stratégie collégiale au niveau global du Cameroun. Et ce n'est que cette stratégie qui va permettre de porter des fruits au niveau de la chaîne, en bout de chaîne. Pourquoi nous voyons cet tâtonnement en bout de chaîne? Le tâtonnement en bout de chaîne qu'on voit, mon collègue l'a dit tout à l'heure, aller de maison à maison tester les gens. Mais essayons de tricher un peu nos voisins. Le Nigeria, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des centres de dépistage à ciel ouvert au niveau des stades et tout ça là. Quelle idée, même dans notre spécificité, je sais que les idées, on est innovateurs, on est tout ce qu'on veut, mais aller dans une ville comme Douala, où il y a aussi beaucoup de promiscuité, il ne faut pas se le cacher, d'aller de maison à maison pour tester avec des smartphones, parce que moi j'ai entendu le ministre dire ça, et je n'ai même pas compris à quoi servirait le smartphone exactement. S'il vous plaît, en regardant vers l'avant, je vais terminer par là pour dire ceci. Nous apprécions effectivement la proactivité et nous comprenons que le gouvernement doit prendre du recul pour mieux sauter et tacler vraiment cette infection. Mais à un moment donné, il faut du concret parce que les Camerounais sont en train de s'infecter. Les Camerounais sont en train de mourir. Et si on doit apprendre des autres, nous ne sommes qu'au début. Et il faut absolument s'organiser au niveau stratégique en haut et décliner et dire aux Camerounais exactement ce qu'on veut faire pour qu'en bout de chaîne, l'information passe. Parce qu'aujourd'hui où je vous parle, je ne suis pas sûre qu'à Bipinzi Lolodov, une grand-mère qui est là-bas, elle est au courant de ce qui se passe et les enjeux pour sa vie aujourd'hui au Cameroun. Ouais. Et ça, pour les populations camerounaises, ce n'est pas juste. Twitter, une dernière chose, je vais dire, et ça, j'espère que le ministre de la Santé, il pourra écouter ça. Les Camerounais n'ont pas d'électricité, encore moins d'Internet pour aller sur Twitter, parce que j'ai entendu dire qu'ils tweetent pour informer les gens. C'est scandaleux. Quand on sait le nombre de Camerounais qui n'ont même pas accès à l'électricité, et qu'un ministre de la Santé nous dit sur la chaîne nationale que son moyen de communication avec les Camerounais, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Moi, je suis loin. Et je parle encore de cette maman qui est à Bipindi. Comment elle va aller sur Twitter
Donc, monsieur le ministre de la Santé, les tweets, c'est beau, c'est bien, mais s'il vous plaît, mettez en place une communication effective qui arrivera dans nos populations parce que la majorité de la population camerounaise est rurale. Dans la deuxième partie de l'émission, on va en venir aux propositions et puis débattre des propositions éventuelles si les uns et les autres en auront pour voir si on peut apporter d'une autre dans ces contributions-là pour améliorer évidemment la prise en charge qui est faite. Même si c'est vrai, Twitter ou alors les réseaux sociaux sont l'un des canaux utilisés par le gouvernement, la télévision nationale et les autres télévisions d'ailleurs, les radios communautaires, bref, il y a un arsenal de canaux utilisés en ce moment par les pouvoirs publics. Je ne veux pas dédouaner le gouvernement, ce n'est certainement pas assez. La pertinence du message porté à la grand-mère qui est à Bipindi, elle est réelle. Et je pense que le gouvernement, les pouvoirs publics, en tant que responsable de la gestion des affaires, doivent trouver des solutions. Alors, cette nouvelle qui nous trouve assez triste sur ce plateau, on va peut-être en parler d'un moment à l'autre. Bref, autant le dire, le temps que Erin Gando nous trouve peut-être une photo. Pape Diouf, l'ex-président de l'Olympique de Marseille, est mort ce soir à Nice, en France, de suite évidemment de la fatale maladie, le coronavirus. Il était donc celui-là qui a contribué grandement au titre de cette équipe olympique de Marseille qui a été championne en 2010. Il était hospitalisé à Dakar. Diouf avait été rapatrié dans la journée de mardi, donc aujourd'hui il vient en hôpital de Nice dans un avion sanitaire qui a été affrété par l'ambassade de France au Sénégal. Et l'ancien journaliste, parce qu'il a été journaliste, agent de joueur, parce qu'il était agent de joueur, plus dirigeant de l'OM entre 2005 à 2009. Diouf avait notamment donc contribué à bâtir l'équipe championne de France de 2010 après 17 années sans titre pour l'OM. Dans cette liste triste, on avait déjà enregistré les décès de Patrick Devedjian, l'ancien ministre français, mais aussi celui de Manu Dibango, le monument mondial de la musique, lui-même camerounais d'origine, et bien d'autres personnalités. On sait qu'en ce moment, à travers le monde, des responsables au niveau du gouvernement, des responsables dans l'élite gouvernante, le prince Charles en Angleterre, l'épouse du Premier ministre au Canada, le Premier ministre britannique, bref, cette pandémie fait assez mal au monde en ce moment. Alors, docteur, vous voulez peut-être réagir à ce qu'a dit les deux précédents intervenants et puis on entre dans la série des propositions. D'accord, merci. Je ne vais pas continuer sans adresser mes sincères condoléances à la famille de Pape Diouf, mais aussi au Sénégal tout entier, à qui il a sûrement, lors de sa vie, fait honneur en assumant de hautes responsabilités dans d'autres pays. Pour revenir à notre débat, je voudrais ici que Maître Claude Biliga n'essaye pas de nous faire de la politique politicienne. Docteur Baga et moi, nous sommes heureusement médecins, donc nous savons mieux de quoi nous parlons. Il ne s'agit pas ici de politique, il s'agit de médecine avant tout. Et il ne faut pas qu'il essaye de donner l'impression que nous allons dans deux sens différents. Ce que ma consoeur a dit est normal. Il faut voir ce qui se passe ailleurs et l'adapter. Je n'ai jamais dit le contraire. Ce n'est pas pour autant que quand quelque chose est bien fait ailleurs et qu'on peut le faire ici, on ne doit pas le faire. Il faut qu'on soit sérieux. Il s'agit d'un problème médical, mais dans tout pays, c'est le politique qui décide. Donc, il y a des... comment dire? Pour revenir sur ce que c'était on dit, lorsqu'on voit comment le gouvernement se déploie, parlons peu, parlons vrai, est-ce qu'on a l'impression que ce gouvernement gère effectivement la crise? Parce que comme ma consoeur l'a dit, on annonce beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? On fait très peu de choses. Nous ne sommes pas venus ici pour dire que le gouvernement fait tout mal. Attention, lorsque nous critiquons, ce n'est pas pour dire que tout est mal fait.
c'est pour apporter notre pierre à l'édifice. Parce que critiquer aussi, ça veut dire qu'on veut une amélioration de la situation. Donc, pour dire, ne prenez pas, Maître Biliga, nos réprimandes comme une attaque envers le RDPC. D'ailleurs, ce n'est pas le RDPC qui gère la crise, c'est le gouvernement. Donc, ce n'est pas une attaque personnelle, ce sont des critiques qui sont objectives et qui visent à améliorer la prise en charge. Je suis sûr que si dès le 4 mars, on avait écouté le docteur Oko, on n'aurait peut-être été pas là. Si on avait pris certaines mesures, comme celles proposées par le professeur Maurice Kamto, au lendemain des premiers cas, je suis sûr qu'on aurait quand même essayé de ralentir un certain nombre de choses. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, lorsque nous ne nous contentons pas de critiquer, je pense que tout à l'heure, on va arriver dans les propositions. Il y a des propositions qu'on peut faire, mais il faut savoir que si c'est mal, si quelque chose n'est pas bien fait, nous, en tant que médecins d'abord, avant d'être militants de partis politiques, nous avons le devoir de dire attention, c'est pas bien fait, ça peut être mieux fait. Et c'est important, si on ne le dit pas, ça veut dire que nous-mêmes, on ne s'aime pas en premier et on n'aime pas nos patients, parce qu'à la fin, ce sont nos patients. Le coronavirus, et il faut comprendre quelque chose, Maître Biliga, lorsque nous insistons beaucoup, le coronavirus, ce n'est pas quelque chose qu'on voit venir et qu'on doit regarder et attendre. Attention. Vous savez, c'est ça qui a tué l'Italie, hein? Parce que l'Italie a regardé et a attendu. Et voilà ce qui est arrivé. Aujourd'hui, les projections en Amérique, vous savez que les Américains projettent en moyenne 100 à 200 000 décès. Sur 3500 tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire dans leur projection, ils estiment qu'à la fin de la crise, ils seront entre 100 et 200 000 décès. Et ils commencent, et pourquoi? Parce que le président Trump, au départ, n'a pas pris l'affaire au sérieux. L'appelait ça le virus. Écoutez, vous croyez qu'il n'y a qu'au Cameroun que les autres critiquent ce que le gouvernement fait? Non. Aux États-Unis, les gens se trompent. Est-ce que vous savez qu'il y a des médecins qui sont en train de porter plainte à l'État français pour leur dire vous n'avez pas bien géré l'affaire? Ce n'est pas par amour que nous critiquons. Si c'est bien fait, nous allons dire que c'est bien fait. Il y a beaucoup de choses qui sont bien faites. Par exemple, le test est gratuit, c'est bien. Mais nous disons déconcentrer les tests. Ne faites pas les tests à un ou deux endroits. Vous voyez un peu? Il y a beaucoup de choses qui sont bien faites. C'est bien de prendre en charge, en espérant que ce soit vraiment le cas, qu'on prenne en charge ceux qui sont malades de manière gratuite. C'est bien, mais on dit on peut aller mieux. Parce que dans le coronavirus, il faut éviter de subir. Parce que lorsque vous subissez, si vous n'anticipez pas, c'est l'hécatombe. Et c'est justement ce qui tue beaucoup de pays à l'heure actuelle. Parce qu'au départ, on n'a pas voulu anticiper. Maintenant, on essaie de rattraper ce retard. Maître Biliga. Oui, je ne sais pas qui est... S'il vous plaît. Oui, allez-y. Si ça ne vous dérange pas. Non, allez-y, Maître Biliga comprendra. S'il vous plaît. Juste un petit mot, je veux clarifier quelque chose pour dire. En fait, en tant que professionnel, je l'ai dit, moi, je ne fais pas de procès à la manière initiale de gestion parce qu'on reconnaît, et tout le monde l'a fait, qu'il faut du temps pour s'organiser avant de riposter. Le procès n'est pas à ce niveau. Le procès est quand on prend trop de temps, et ce temps-là, il est crucial. C'est lui, justement, comme ce soir encore, il y a eu 1 milliard, on va encore attendre 2 jours avant de nous dire ce que ces 1 milliard vont réellement prendre en charge. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, en fait, si je peux préciser les attentes, en fait, des professionnels dans la gestion de cette crise. Ce n'est pas initialement de prendre du temps. Tout le monde a pris ce temps. Mais après, quand on a fini de prendre le temps, il faut quitter Twitter et venir dire aux Camerounais exactement de quoi il en ressort. Donc, c'est juste cette petite précision que je voulais faire avant que... Maître Biliga, la parole. Oui, mais moi je pense que lorsqu'on invite sur un plateau un avocat et 2 médecins, c'est parce qu'on pense que l'avocat peut apporter quelque chose de plus. Absolument. Si c'était une histoire rien que de médecins, je serais resté carrément chez moi. J'ai la chance d'être avocat et ce que nous disons chez nous, comme un peu chez vous les journalistes, nous faisons tout. Je peux vous parler de votre métier. Absolument. Si vous me constituez pour vous défendre dans votre déontologie, je vais rentrer dans votre code déontologique et je parlerai comme si j'étais journaliste.
De la même manière, je peux le faire des médecins. Donc, s'il vous plaît, évitez de me rappeler que vous êtes médecin, que moi je ne suis pas médecin. Je suis avocat, on m'a invité parce qu'on pense que je vais apporter un plus. Je crois que c'est la 3e invitation que j'ai. Dans la journée, c'est la 2e. Une radio de Consamba me l'a fait. Hier, je crois, samedi, j'ai été reçu dans une autre chaîne. Donc, s'il vous plaît, sur ce point. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que celui qui a porté la politique politicienne, c'est pas moi. C'est vous qui avez parlé de Dr Oko. En disant que si là on avait suivi Dr Oko qui est du MRC, il faut bien que le dire, dès le 4, on n'aurait pas eu ça. C'est vous qui venez de parler maintenant du professeur Kamto. Je n'ai pas parlé de président Biya, de qui que ce soit, je ne parle pas de RDPC sur ce plateau. Donc n'accusez pas les autres ce que vous faites. Je l'ai dit ici, et aucune décision qui a été prise dans aucun pays n'a été acceptée par tout le monde. Il n'y en a aucune. Il y a toujours eu des contradictions. Prenons l'exemple très simple de la chloroquine, avec le professeur Raoul. Jusqu'à ce présent, il y a encore des contestataires par rapport à cette décision. On reproche au gouvernement français d'avoir traîné à prendre la décision. D'autres disent que maintenant, même comme on a pris la décision, il y a des gens qui sont morts en utilisant ces traitements. Donc je veux dire qu'on aura toujours à critiquer, quelle que soit la décision qu'on va prendre. Que le gouvernement dise par exemple aujourd'hui qu'on va confiner tout le droit là, il y aura des gens qui vont dire que ce n'est pas normal. Je donne un exemple banal, on a parlé des États-Unis. Le président Trump a pris une décision, le lendemain, il voulait confiner tout New York, qui est la base du virus corona aux États-Unis. Le lendemain, par tweet, je dis bien par tweet, il est rentré sur cette décision. Ça veut dire qu'en réalité, vous ne pouvez pas aujourd'hui tirer sur le gouvernement en disant non, le gouvernement va faire ceci. Donnez vos propositions. Mais lorsque je l'ai dit tout à l'heure que j'ai suivi, je suis pratiquement sur toutes les chaînes. D'ailleurs, moi, je suis un peu confiné, je suis chez moi. Donc, je suis toutes les chaînes de l'intervention des médecins camerounais et autres. Ils ne sont pas tous unanimes ni sur la maladie, ni sur les méthodes qu'il faut utiliser pour pouvoir la contrer. Donc, soyons humbles, en disant chacun peut apporter sa quote-part dans ce qui est dit. Oui, je suis d'accord, et je l'ai dit. On a eu la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu d'autres sociétés, d'autres pays qui ont été malades avant nous, qui ont eu le virus avant nous, la Chine, l'Italie et autres. On a vu qu'en Italie, il y a eu confinement. Et ça n'a pas changé. Ça a même augmenté la présence du virus. Il y a une vidéo qui circule en France, je crois à Montreuil, où on montre des Africains qui sont dans un entrepôt. Ils sont confinés, ils sont peut-être 200 ou 300 dans un truc, ils vivent. S'il y a le coronavirus dans cet entrepôt-là, ils ne vont pas tous mourir. Mais c'est la France, ce n'est pas le Cameroun. Donc le Cameroun fait ce qu'il peut faire avec les moyens qu'il a. Aujourd'hui, le président, on nous a dit que le président de la République a ouvert un fonds spécial de solidarité dans lequel on a mis 1 milliard. Mais beaucoup d'entreprises comme au Nigeria peuvent y contribuer. On a vu au Nigeria beaucoup de personnes, d'hommes d'affaires, des milliardaires qui ont contribué. On a vu ici au Cameroun, je crois, il y a eu, enfin, je ne vais pas citer le nom, mais une banque qui a commencé à contribuer. UBA a mis 150 millions. 150 millions. Et Orange a mis 100 millions. 100 millions. Les brasseries également fait un don. Voilà. Donc les actions qu'on doit encourager. En disant, il y a un fonds qui est ouvert, que chacun le fasse. Mais je l'ai même dit plus loin, pas seulement les entreprises, même nous, à titre individuel, nous pouvons contribuer. À travers nos quartiers, nous sommes dans les réunions au niveau du quartier, nous sommes dans l'association au niveau du quartier. On peut faire vulgariser ces mesures de protection au niveau du quartier. On peut bien, par exemple, fixer, comme je l'ai dit, pour l'exemple de ce quartier où on a pris le thermo, comment on appelle ça? Thermomètre infrarouge. Thermomètre infrarouge. On peut bien dire que dans tous les quartiers, qu'on puisse avoir ça, qu'on puisse penser dans quelle mesure on peut donner à disposition de tous les Camerounais de l'eau pour laver les mains, etc., ou de savon. C'est autant de choses qu'on peut faire. Il ne faut pas penser un seul instant que l'État seul pourra. L'État ne peut pas, quelle que soit la bonne volonté qu'il a. Il faut que nous tous puissions y contribuer. C'est ce que je dis. C'est ça l'action citoyenne. Alors, je ne veux pas laisser passer quelque chose. Je vais peut-être préciser, en attendant peut-être qu'on aura la photo de Pape Diouf à l'antenne, que finalement, je veux dire, les précisions sont plus nettes. Pape Diouf, il est mort à Dakar, au Sénégal. Il n'a malheureusement pas pu être rapatrié parce que c'était l'objectif. Il s'est peut-être évacué par avion médicalisé. Mais malheureusement, le fait qu'il était sous assistance respiratoire a compliqué cette opération-là. Et c'est donc à Dakar que son corps va reposer ce soir. Il est d'ailleurs à l'antenne. Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, ancien agent de joueur, ancien footballeur lui-même. Voilà, nous sommes
triste pour sa famille. Alors, docteur. Donc, je disais que je ne voulais pas laisser passer quelque chose. Mais M. Bellegarde a dit quelque chose de très grave, que le confinement a aggravé les choses en Italie. C'est très faux. C'est pour ça que, vous voyez, quand on rappelle qu'on est médecin, justement, c'est parce qu'on connaît ces mécanismes. Ce n'est pas pour vous insulter. Non, attention. Lorsque c'est possible, on reconnaît tout ce que vous dites, on reconnaît ce nombre de choses. A permis qu'il n'y ait pas plus de morts en Italie? Très bien, très bien. Écoutez, lorsque vous connaissez comment cette maladie évolue, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les experts estiment que le fait d'avoir mis beaucoup de personnes en confinement dans beaucoup de pays a fait qu'on a réduit, on a permis de sauver 21 à 100 000 vies? Bien sûr. Le fait qu'on ait mis une bonne partie de personnes dans le monde en confinement a permis qu'on ait pu sauver 21 à 100 000 vies. Est-ce que vous savez, s'il vous plaît, Maître Bilega, je veux continuer. Je vous dis, est-ce que vous savez que dans le confinement, il y a eu beaucoup de réinfections, d'infections dans le confinement? Je vous donne l'exemple de Montréal, où il y a 300 personnes qui sont dans un entrepôt où ils dorment dans une sorte de cité dortoir. Vous imaginez bien que si une seule personne tombe malade, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez pourquoi dans les prisons, par exemple, on a pu libérer des personnes dans certaines prisons, en Éthiopie par exemple et autres, parce qu'effectivement, c'est des lieux où il y a c'est un lieu de confinement, la prison. C'est un lieu où les personnes sont là, ne sont pas appelées à sortir. Donc cette personne, si une tombe malade, nécessairement, ça emporte tout le monde. Maître Bilega, il y a une différence entre ce que vous pensez et la réalité. Attention. Je parle pas de ce que je pense. Ne dites plus, s'il vous plaît. Ça c'est la science. Ça, c'est la médecine, ce sont les données. Ne dites plus que le confinement augmente le nombre d'infections. C'est très grave ce que vous dites. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ça a pu faire augmenter le nombre d'infections, dans ce sens que s'il y a un malade qui est dans un lieu confiné, nécessairement, pourquoi est-ce qu'on demande de ne pas être 50 dans un... Maître, le confinement en lui-même nécessite aussi un certain nombre de mesures. Mais bien sûr. Écoutez. Oui, docteur Baga, et puis docteur Kwame reprend la parole. Je voulais dire, vraiment ne nous éloignons pas de ce que nous sommes venus faire ici aujourd'hui dans cette émission, c'est d'édifier les Camerounais, pas de polémiquer ou de refaire l'histoire. J'ai dit au début de cette émission que tout le monde s'inspire du cas de la Chine et le tailor, comment on dit ça, et le spécifie à son contexte. Personne n'avait jamais pris en charge ce type de maladie. Le coronavirus, le Covid-19, une nouvelle infection, et tout le monde dans sa stratégie de santé publique copie ce que la Chine a fait, y compris parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui semble marcher. Et parmi les choses que la Chine a faites pour juguler, parce qu'elle n'est pas non plus sortie de l'auberge, parce qu'il y a des cas de réinfection qui sont en train d'être vus, je pense que de 10% en ce moment. C'est le confinement. Quand j'ai dit ça, chacun prend dans le confinement et l'implémente à sa manière. Puis on est en train de regarder comment on va s'en sortir au Cameroun. Et je ne pense pas que ce soit un bon message de santé publique de dire que le confinement ne porte pas ses fruits, parce que c'est ce confinement qui a fait que la Chine aujourd'hui a espoir. Donc, je ne sais pas si le débat maître peut être court, mais vraiment, le message de santé publique jusqu'à preuve de contraire, c'est de confiner. Maintenant, les scientifiques sont en train de débattre entre confiner les sains ou les infectés. Mais le problème avec confiner les infectés, c'est qu'on ne les connaît pas. Le meilleur moyen, c'est de confiner ce qu'on peut, c'est-à-dire les non-infectés et les infectés. Maintenant, je veux, Monsieur Dipita, comme je dis, ne nous éloignons pas du sujet et informons les Camerounais, parce que il y a effectivement, dans le confinement, s'il y a un cas malade, il peut propager. Mais pourquoi? Je mentis. C'est ça. Mais pourquoi? C'est pour cette raison qu'il faut mettre une emphase sur les règles d'hygiène. Ce sont ces règles d'hygiène qui permettent de limiter les infections, parce que, comme vous le savez,
le simple lavage des mains avec le savon élimine le virus. Donc, on ne peut pas porter un message de santé publique disant que le confinement ne porte pas ses fruits. Et en même temps, on peut reconnaître aussi que dans une situation où il y a des confinés et s'il y a un infecté, effectivement, il va infecter les autres. Maintenant que j'ai fini de dire ça, j'espère qu'on va regarder vers l'avant. Et en regardant vers l'avant, moi, je vais commencer par les propositions et en disant ceci. La proposition pour le gouvernement, et encore une fois, monsieur Maître, moi, je ne suis pas forcément dans une posture de critique, mais je suis dans une posture où il faut être proactif et il est inadmissible de ne pas l'être. Et d'ailleurs, vous avez si bien dit, tous les gouvernements sont critiqués. Mais les gouvernements qui sont critiqués, par exemple celui de Macron, il fait des conférences de presse lui-même tous les jours pour dire à ces populations de quoi il s'agit, pour dire à ces populations, par exemple, pourquoi il n'a pas encore voulu de la chloroquine à l'époque et pour dire comment ça se passe. Ce qu'on reproche, justement, c'est ce manque de proactivité et finalement ce manque je voulais dire, de transparence dans ce qui se passe réellement dans les mesures prises pour juguler cette infection. De ce fait, je vais donc faire une proposition au gouvernement. Parce que, professionnellement parlant, on sait pourquoi ils ne font pas ça, parce qu'ils tâtonnent. Ils tâtonnent et c'est peut-être encore normal au niveau du Cameroun de tâtonner. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, je reviens encore sur le ministre de la Recherche scientifique parce que c'est inadmissible. Et d'ailleurs, dans des pays sérieux, elle serait déjà limogée en temps de crise. Il est inadmissible qu'un ministre avec tout un staff vienne dire de ce genre de choses à Mondovision qui vont d'ailleurs contribuer à ce qu'on se moque davantage des Camerounais. Donc, la stratégie est simple. Il faut qu'au niveau global, ils puissent voir clair, décliner exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire pour que l'information déjà circule. Parce que comme vous le savez tous, le manque d'information tue plus que le virus lui-même. Et nous avons tous nos téléphones, entre les gens qui disent que Corona n'existe pas, entre ceux qui disent que le citron, plus le gingembre, plus je ne sais pas quel décoction est le médicament, entre ceux qui pensent que la prophylaxie à la chloroquine est le médicament parce qu'ils entendent que ça a été approuvé pour des essais cliniques, il faut bien le dire, et en milieu hospitalier. Seulement, ils se mettent à acheter les chloroquines. Entre toutes ces fausses informations, il est impératif aujourd'hui que le gouvernement prenne ses responsabilités et informe les Camerounais. Je vais toujours prendre cette dame de Bipindi qui aujourd'hui n'a que son WhatsApp où elle entend un tas de choses qui sont fausses. Et ça, ce sont des choses qui peuvent amener elle a la radio, elle a la télé. Je vais terminer en disant, en continuant ma proposition, s'il vous plaît. Au niveau central, parce qu'on tâtonne, je répète et je vais toujours le dire, du point de vue de santé publique, quand on traite une pandémie, si la stratégie globale n'est pas claire, en bout de chaîne, on ne peut pas avoir un message clair, on ne peut pas avoir d'efficacité. Et quand j'entends le ministre de la Recherche scientifique, le ministre de la Santé, le ministre de la Communication, et sans parler de la CRTV, je sens qu'il n'y a pas de collégialité dans la gestion de cette crise. Et il est impératif qu'une stratégie collégiale, communication, recherche scientifique, c'est-à-dire des virologues, des bactériologues et des infectiologues pour mettre en place une équipe qui va essayer de chercher où est-ce que le Camerounais a sa spécificité dans cette prise en charge du virus. La chloroquine, de quoi il s'agit en milieu hospitalier? On autorise des médecins à faire des essais cliniques parce qu'il faut le dire, il s'agit d'essais cliniques pour voir ce que la chloroquine apporte de plus ou de moins. Et je parlais tout à l'heure du ministre de la Santé du Burkina Faso qui a mis cette collégialité en place. Et aujourd'hui au Burkina, il y a justement une équipe qui travaille sur les effets de la chloroquine sur le virus. De quoi il s'agit? Quelle est la spécificité de l'Africain par rapport à ça et qu'est-ce qu'on peut apporter à la science? Il ne s'agit pas toujours de copier ce que les autres ont fait, mais il s'agit de mettre en place aussi des protocoles que les autres pourraient copier. Je me résume. Il faut impérativement une stratégie collégiale impliquant le ministère de la Communication,
le ministère de la Recherche scientifique, les laboratoires comme Pasteur et autres, les médecins qui sont dans la médecine préventive et ceux qui sont dans la médecine curative, pour essayer de sortir et de décliner clairement aux Camerounais de quoi il s'agit, comment on peut se protéger et comment on pourrait le combattre le cas échéant. Ça, c'est ma première proposition. Parce que s'il n'y a pas cette stratégie globale, en bout de chaîne, il y aura cette cacophonie qu'on entend partout. Merci. Maître Biliga, vous allez reprendre et puis en chute, en fin de réponse, vous allez également peut-être apporter quelques propositions pour la suite du débat. Oui, par rapport au confinement, je suis content que Dr Baga ait eu à me rejoindre en disant qu'effectivement, une personne malade peut être confinée avec le non-malade, il peut transmettre la maladie aux autres. Et je tiens à dire au docteur que hier, sauf si je me trompe, il y a une conférence de l'OMS qui a évoqué ce problème de confinement avec les personnes malades et qui a estimé que dans certains cas, ce confinement a eu pour effet d'aggraver la maladie, d'aggraver le nombre de malades, d'augmenter le nombre de malades. Vous pouvez vérifier sur le truc OMS. La deuxième chose que je veux dire, c'est l'intérêt, parce qu'en réalité, lorsque le Cameroun, parce que d'ailleurs on voulait porter une critique sur la mesure gouvernementale qui consistait à venir dépister, faire des dépistements, des tests de dépistage, excusez-moi, dépistage à Douala. Il est plus évident de combiner les deux méthodes. C'est-à-dire, on fait un test de dépistage, on voit les personnes qui ne sont pas bien, qui sont malades, qui sont susceptibles de transmettre la maladie aux autres, ou bien de faire la maladie. Et ces personnes-là peuvent donc, dans ce cas-là, être confinées, soit dans la maison, si la maison est grande, on peut leur affecter une pièce, soit, comme on l'a fait par exemple, on a prévu à Olembe, où on doit pouvoir mettre les personnes qui sont confinées dans les maisons de la SIC. On a prévu également ça, sauf si je ne me trompe, à Yassa, à Douala, où on peut donc les mettre pour pouvoir être confinés. Je voudrais dire également que ce problème de communication, vous l'avez dit, monsieur le député, je ne sais pas si madame n'a pas suivi, le docteur n'a pas suivi, mais il n'y a pas que les tweets, comme elle semblait le dire, il n'y a pas que le WhatsApp, il y a beaucoup aujourd'hui l'espace médiatique du Cameroun est l'un des plus vastes, les plus denses en Afrique, l'un des plus denses. Mais monsieur, je suis obligé de vous couper pour vous dire que vous n'allez pas venir sur ce plateau prétendre que la communication au niveau du coronavirus est effective. C'est pas vrai. Madame, je suis en train de vous dire ce qui se passe. Je ne suis pas aux États-Unis. Je suis au Cameroun, madame. Madame, prenez votre téléphone. Appelez quelqu'un. Madame, docteur, prenez votre téléphone. Appelez quelqu'un au Cameroun. C'est un message. Madame, je vous parle d'une chose réelle. Prenez votre téléphone à l'instant. Appelez quelqu'un du Cameroun. C'est un message sur la prévention que vous recevez comme message d'accueil. Lequel, monsieur? Je reprends. Prenez votre téléphone pendant qu'on y est. Mais laissez-moi terminer, madame. Ça ne sert à rien de dire. Docteur, laissez-moi terminer. Moi, j'ai la chance d'être au Cameroun. Mais, docteur, le contenu du message, c'est quoi? Docteur, prenez, vous aurez le contenu du message, madame. C'est très plus facile. Docteur Baga, vous aurez un temps de réponse tout à l'heure, s'il vous plaît. Laissez Maître Biliga poursuivre. Je continue donc en disant, nous avons plusieurs chaînes de télévision, plusieurs radios communautaires. Aujourd'hui, les messages sont faits en langue nationale, en langue vernaculaire, sur toutes les chaînes pratiquement. Donc, je ne dis pas que c'est parfait, mais ne venez pas faire croire que quelqu'un qui est à Moulundu n'est pas au courant de ce qui se passe par rapport au virus, au coronavirus. Ce n'est pas vrai, madame. Ils sont au courant, peut-être pas tout le monde, mais une grande majorité de Camerounais est informée. Donc, je pense qu'il ne faut pas, lorsque vous voulez faire des critiques, faites des critiques qui sont quand même réelles. Tout à l'heure, vous avez semblé dire que lorsque je dis que lorsque les gens sont confinés et qu'il y a une personne qui est malade, ça peut aggraver la maladie, vous semblez dire au départ que ce n'est pas possible. Après, vous êtes tombé d'accord avec moi. Donc, je veux dire que personne de nous n'a intérêt à vouloir donner l'impression que personne ne travaille. Je vous dis ici, vous n'êtes pas la première. Tous les jours, sur les chaînes de télévision camerounaises, il y a au moins 5 ou 6 médecins camerounais de la diaspora qui viennent de l'Allemagne, qui viennent des États-Unis, de Miami, qui viennent de partout, qui parlent du coronavirus. Et c'est ce que nous disons, nous qui ne sommes pas médecins, que parfois vous nous embrouillez entre guillemets, parce que vous avez des positions contradictoires sur des sujets sur lesquels nous voulions avoir une réponse globale et réelle.
C'est ce que j'ai dit. J'ai pris le cas, par exemple, de chloroquine. La chloroquine. La chloroquine, je veux dire. Où on vous dit non, il faut prendre, non, il ne faut pas prendre. C'est pas normal, ça va tuer, ça provoquer des arrêts cardiaques, etc., etc. Donc, je veux dire que ne pensez pas un seul instant que c'est vous seul qui parlez de ça, que le gouvernement ne suit pas les autres Camerounais qui interviennent. Ils sont nombreux, que ce soit ceux du Cameroun, que ce soit ceux qui sont hors du Cameroun, je ne dirais pas les noms, mais on a vu ici des professeurs, Mboti, je ne sais pas quoi, qui sont partis. Beaucoup sont passés, qui ont parlé de coronavirus, et je crois que les Camerounais sont informés. Alors, maître, docteur, comme vous allez s'offrir une minute, je voudrais revenir, docteur Bagar, je voudrais revenir sur un élément que vous avez plus d'une fois soutenu dans votre précédente intervention, parlant du ministre de la Recherche scientifique. Je ne suis pas un scientifique, c'est pour ça que je vais faire un peu de... Je vais jeter un coup d'œil chez nos confrères de BFM qui, justement, reprennent un article parlant des chauves-souris. Parce que le ministre de la Recherche scientifique a fortement évoqué cet animal-là comme étant l'une des sources. Et nos amis de BFM on parle également du pangolin. Parlent du pangolin chauve-souris, serpent, ce que l'on sait à l'origine du coronavirus. Et on dit ceci, les enquêtes se poursuivent sur l'origine de l'épidémie de coronavirus. Une transmission par des animaux est quasi certaine. Alors plus loin, il y avait une statistique quelque part que je me retrouve, voilà. Tous sont naturellement porteurs de coronavirus, mais les études les plus récentes ont montré que notre coronavirus était semblable à 96% à celui des chauves-souris et à 99% au virus des pangolins. C'était simplement pour revenir évidemment sur cette polémique qui tourne autour du ministre camerounais de la Recherche scientifique qui a fait une sortie à ce propos-là. Vous avez un commentaire ? Oui, bien entendu. Et mon premier commentaire, c'est de vous demander si vous avez suivi cette vidéo ou cette conférence de presse, en fait. Évidemment, puisque nous avions des reporters déployés. D'accord. Le procès qu'on fait à la ministre, ce n'est pas d'avoir cité les animaux qui sont suspectés, ça, le corona. Vous savez, les coronavirus, c'est une grande espèce. Et puis, cette espèce est juste un peu nouvelle parce qu'elle est une mutation des espèces qui existaient déjà et qui sont des espèces dont les hôtes sont les mammifères et les oiseaux. Le reproche qui est fait à la ministre de la Santé, c'est qu'à l'entame ou bien de la vidéo qu'elle prétende que c'est une découverte camerounaise. C'est ça le problème. Quand on a une ministre qui vient dire que les chercheurs ont découvert quelque chose, en fait, qui existe depuis des lustres. C'est ça qui fait problème, monsieur Djipita Tongo. Personne, nul doute que le pangolin, il y a d'ailleurs eu le pangolin chameau et puis après chauve-souris qui ont été incriminés au départ au niveau de la Chine comme étant les autres qui ont transmis la maladie à l'homme. Mais ça, c'est un fait. Et c'est pas mon collègue qui me démentira. Mais c'est le fait de dire que c'est une découverte camerounaise, comme si les scientifiques du ministère n'avaient. Je me demande comment on en arrive là. C'était ça mon interrogation et ma désolation. D'accord, merci. Alors, docteur Kouam, peut-être des propositions pour accompagner la stratégie du gouvernement. Que doit-on faire de plus? Que peut-on faire encore pour peut-être, si tant il est vrai que ça peut se faire, contenir la pandémie, puisque le gouvernement d'ailleurs annonce une dizaine de personnes guéries, éventuellement guérir un peu plus. D'accord. Je voudrais d'abord vider, bien sûr, coupé tout à l'heure. Bien sûr. J'aimerais qu'on comprenne bien, peut-être c'est le français qui dérange. Lorsque vous dites que... Non, j'ai dit peut-être c'est le français. Peut-être on ne s'est pas compris. Non, certainement pas. Non, j'ai dit peut-être c'est le français qui a fait qu'on se... Parce que je peux utiliser un verbe et on ne se comprend. Non, certainement pas. Tout le français, laissez ça. Alors, donc, je voulais donc faire une précision. Oui, allez-y. Lorsque vous dites que le confinement a aggravé, c'est-à-dire a entraîné de nouvelles infections, attendez, je ne vais pas dire que dans le confinement, les gens ne s'infectent plus, attention. Mais lorsque vous dites que le confinement a aggravé les choses en Italie, c'est parce que c'est ce que le maître Biliga a dit, c'est ce que je voulais rectifier. Lorsque je suis confiné, bon, supposons, je suis confiné, je peux infecter qui? Ma famille, non? Absolument. Très bien. Et s'ils sont malades, on peut au moins venir les chercher pour les soigner, très bien. Mais lorsque je ne suis pas confiné, qu'est-ce que je fais? En plus de ma famille, j'infecte mes collègues, j'infecte mes amis, j'infecte... Ça veut dire que le confinement
réduit le nombre de nouvelles infections. Quand vous dites que ça augmente, attention, dans le confinement, les gens vont se réinfecter, puisque au début du confinement, je ne suis pas infecté, je vais infecter ceux avec qui je suis confiné. Mais si vous dites que, attention, le confinement augmente le nombre de nouvelles infections, il faut faire attention. Non, non. Les infections ne vont pas s'arrêter, mais elles vont être réduites. Absolument. Parce qu'il y a le confinement. Et d'ailleurs, si vous voyez la tendance en Italie, le nombre de nouveaux cas dépistés est réduit. On était à presque 48% d'augmentation au début. Aujourd'hui, on est, je crois, autour de 14% de nouveaux cas. Donc, c'est pour ça que je dis peut-être que ce sont les mots qui n'ont pas été bien utilisés, mais il faut qu'on se comprenne très bien. Alors, là, au niveau des propositions, je vais ici redire ce que le président du MRC, le président élu, professeur Kamto, a dit. Non, ça je l'admets pas. Non, on a dit, on ne parle pas politique. Il n'y a pas de président élu sur ce plateau, s'il vous plaît. Monsieur le député. Laissez-moi faire la police du plateau, s'il vous plaît. Ok, je vous le laisse. Ce n'est pas parce que M. Beliga l'a dit, mais c'est parce que nous ne l'admettons pas. C'est impossible, ça. Docteur Kwam. Nous ne l'admettons pas ici. On l'a déjà dit à vos prédécesseurs, camarades qui sont passés sur ce plateau. Le président de la République, c'est le président Paul Biya. Très bien. Et je pense que c'est compris pour nous tous. Très bien. Je crois que j'ai été clair. Je n'ai pas dit que le président de la République, le professeur Kamto. Très bien. Et je crois que j'ai encore la liberté de mes opinions. Non, oui, mais votre liberté pour nous engager aussi. Vous savez que si vous dites deux ou trois... voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais reprendre quelques-unes de ces propositions et je vais ajouter d'autres. Alors, premièrement, il faut créer une commission nationale chargée de la prise en charge, de la gestion de cette épidémie. Parce que le gouvernement en lui-même ne peut pas gérer l'épidémie. Le ministre de la Santé, il n'est pas médecin, il n'est pas épidémiologue, il n'est pas infectiologue. Le ministre de la mission territoriale n'est rien de tout ça. Le ministre, les gouverneurs ne sont rien de tout ça. Donc, il faut créer une commission nationale en charge de la gestion de cette épidémie, qui sera présidée par le président de la République. Oui, parce que lorsqu'on a décidé d'être président de la République, il faut assumer ses fonctions. On ne délègue pas la fonction de président. Je suis désolé. Vous n'avez vu aucun pays au monde touché par le coronavirus où ce n'est pas le président de la République ou le premier ministre pour certains pays qui s'est mis devant. Ça veut dire qu'en réalité, vous délocalisez peut-être le niveau de gestion de la crise. Je reprécise le niveau de gestion de la crise. Oui, c'est le président de la République parce que ce que vous déniez au ministre de la Santé publique, vous dites qu'il n'est pas médecin, vous dites que le ministre de l'administration territoriale n'est pas médecin, oui. Le président de la République ne l'est pas non plus. Oui. Mais vous dites que vous souhaitez que ce soit le président de la République. Ça veut dire qu'en réalité, on reste dans le... Non, vous, monsieur Djipita, est-ce que le ministre de la Santé peut donner un ordre? Je vous le concède. Non, attendez, est-ce que le ministre... Quand je dis, vous comprenez non pourquoi j'ai dit le président de la République? Parce qu'il doit prendre... Non, je vous le concède. Monsieur Djipita, nous sommes d'accord que nous sommes en guerre? Je suis d'accord. Très bien. Et lorsque nous sommes en guerre, en guerre, qui parce que l'argument que vous avez porté pour dire le président de la République, c'est... Oui. Vous avez dit le ministre n'est pas un médecin. Oui. Donc j'ai cru comprendre derrière qu'en réalité, pour la Commission nationale, oui. Il serait bien qu'elle soit composée des médecins. Vous n'avez pas laissé aller jusqu'au bout. Ah d'accord, pardon. C'est pour ça que vous n'avez pas compris. J'ai dit bien qu'elle doit être présidée par le président de la République, en chair et en os, qui doit d'ailleurs s'exprimer. Parce que oui, si le président de la République parle, en tant que président de la République... Le coronavirus s'arrête au Non, il ne va pas s'arrêter. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être prendre conscience que cette affaire est sérieuse. Parce qu'il y a beaucoup de gens là dehors qui vous disent que ça n'existe pas. Qui vous disent que ce sont des bêtises. Mais je suis sûr que si le président de la République se met, il vous dit, écoutez, c'est grave, beaucoup de personnes vont prendre conscience. Nous sommes d'accord sur ce point. Donc, elle doit être présidée par le président de la République. On ne se cache pas en temps de guerre. Lorsque nous sommes en guerre, c'est le général qui dirige les troupes. Et il doit le faire. Très bien. Non, mais docteur... Dans cette commission... Docteur, vous n'allez pas non plus dire que le président se cache. Bon, où est-il? Vous n'allez pas non plus dire que le président se cache. C'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il se cache. Non, écoutez, monsieur Djipita. Oui, docteur, quoi. Ce n'est pas parce que je suis du MRC que je fais cette exigence. Je suis désolé. Non, vous êtes citoyen. Vous allez croire que c'est parce que je suis du MRC. Non, vous êtes citoyen et je vous concède qu'en tant que citoyen, vous avez besoin de voir le président monter au créneau. Très bien. Mais ce que je ne veux pas, c'est que vous dites qu'il se cache. Vous voyez bien qu'on parle du français. Monsieur Djipita, oui. Tous les présidents du monde... Je vous le concède. Sont sortis pour dire à leur... Voilà, monsieur, pour prendre un exemple simple. Je vous le concède. Le président Ali Bongo, qui a été victime d'un AVC. Je vous le concède. Je vous le concède. Voilà. Mais vous ne pouvez pas dire que le président se cache. C'est là que nous ne sommes pas d'accord. Mais si je ne vois pas quelqu'un, ça veut dire qu'il se cache. Pas du tout. Pas du tout. Vous voyez Ringando, il est de l'autre côté. Peut-être il ne se cache pas. Non.
je suis désolé, Eric Ngando n'est pas président de la République. Non, parce qu'en réalité... Très bien. En réalité, donc, oh, cette commission doit être présidée par le président de la République, qui doit donc prendre ses responsabilités. Cette commission doit être divisée en 3 sous-commissions. Il y a une sous-commission qui est sanitaire. Cette sous-commission est donc composée des experts du domaine sanitaire. Ces experts donc se penchent sur la prise en charge des patients, sur les protocoles de prise en charge, sur les messages à envoyer à la population, parce qu'ils sont parfois mieux placés pour savoir comment il faut dire les choses. Alors, il y a une deuxième sous-commission qui est la sous-commission parasanitaire, qui s'occupe de voir comment est-ce que autour de la médecine, les choses se mettent en place. Par exemple, s'il faut de la nutrition, ce n'est pas les médecins qui s'occupent de ça. S'il faut d'autres commodités, des hôtels, confinement, très bien. Et tout ça. C'est donc une sont parasanitaire. La sous-commission, la troisième commission, c'est la sous-commission de sécurité, qui est donc composée des forces de l'ordre. Parce que lorsqu'il faut prendre des mesures, qu'il faut les faire respecter, il faut que les forces de l'ordre soient présentes. Nous connaissons nos compatriotes. Nous sommes têtus de nature. Je suis sûr, M. Djipita, si on vous dit, voilà, vous allez rester 2 semaines dans cet endroit et qu'on met tout à votre disposition et qu'il n'y a personne pour vous garder, au bout de 2 jours, vous allez sortir. Parce que c'est comme ça que l'homme est. Donc il faut donc mettre en place une sous-commission de santé, de sécurité, qui est donc là pour veiller à ce que les mesures prises doivent être appliquées. Au-delà de ça, il faut la gratuité de la prise en charge. Je crois que vous avez vu l'estimation que elle est gratuite en ce moment. Le directeur, non, je dis qu'il faut qu'elle soit vraiment effective. La gratuité de la prise en charge, parce qu'elle est gratuite peut-être à l'hôpital central, mais je vous dis, il y a d'autres patients ailleurs qui payent. Oui, il y a d'autres patients qui payent, peut-être avant d'être dépistés. Mais si on les dépiste, il faut que bien toute la prise en charge soit gratuite. C'est donc pour ça qu'il faut la gratuité de la prise en charge. C'est précis, parce qu'on donne aussi l'information. Il me semble que tous les patients, le dépistage il est gratuit. Oui. Et une fois que vous êtes positif, la prise en charge est gratuite, automatique. Je veux dire qu'à la fin de la journée, ce n'est pas vous qui payez, parce que rien n'est gratuit. C'est ça que je dis. Quand il dit qu'elle doit être totalement gratuite, parce que vous avez dit qu'il y a d'autres endroits où les gens payent. Quand il dit qu'il paye, c'est ce qui se passe. Si j'arrive à l'hôpital, par exemple, que je fais la fièvre et tout, peut-être au début, je ne tousse pas. D'accord. Je paye d'abord. Oui, c'est une consultation. Très bien. J'ai dit non, je paye. J'ai dit même si on me salue, je paye. D'accord. Dès qu'on découvre que je suis patient Covid, ça se manque la prise en charge. À mon avis, c'est pour ça qu'il faut donc en amont des mécanismes qui font qu'on sache au départ qui est Covid et qui n'est pas, pour que la prise en charge soit vraiment gratuite. Absolument. Très bien. Alors, il faut réquisitionner tout ce qu'on peut réquisitionner, comme stade, comme lycée, comme gymnase, parce qu'il faut, comme logements sociaux, comme ce qui a été fait qui est très bien, le musée des logements, pour mettre, parce qu'il y a 2 types de personnes. Il y a des cas, il y a des gens qui sont dépistés positifs et qui sont asymptomatiques et qui ne peuvent pas être gardés chez eux. Là, il faut un endroit précis pour eux. Il y a d'autres cas qui sont dépistés positifs, qui ont juste de petits symptômes. Vous voyez qu'on ne peut pas les mélanger avec les autres. Il faut encore d'autres endroits dédiés pour eux. Après tout ça, il faut une commission d'experts qui doivent évaluer de manière précise les impacts économiques réels de cette situation et anticiper même déjà sur un certain nombre de choses à l'avenir. Parce que si le coronavirus va faire, écoutez, quelle que soit la solution qu'on choisit, ça va faire mal à la poche. Quelle que soit la solution choisie, ça va faire mal à la poche. Maintenant, il faudra être prêt à gérer la suite. Donc, il faut déjà une commission d'experts qui va se pencher, parce qu'on pense au présent, on pense aussi déjà à l'avenir. Il faut là maintenant décider, parce que je crois qu'on est déjà en retard, mais il faut décider aujourd'hui, est-ce qu'on fait le confinement réel ou on ne le fait pas? Et si on décide, quelle que soit l'option choisie, ça va coûter cher. Parce qu'il y a deux façons générales, pour l'instant, qui ont marché. Soit on fait le confinement partiel, ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui est automatiquement confinée. Par exemple, les plus de 60 ans, qui sont les personnes les plus à risque. On leur dit, vous, c'est à la maison. Très bien. Et le reste, peut-être, peut bouger. En espérant encore que les gens respectent les autres mesures. On applique bien les mesures barrières et on fait des dépistages massifs. Ce qui permet donc de dépister, de récupérer rapidement les gens et essayer il faudrait aussi pouvoir retracer leur parcours pour essayer de retrouver les cas contacts. Ça, c'est une option. Oui, ça a toujours un coût. L'autre option, c'est de faire un confinement total. Tout le monde est à la maison, rien que les travailleurs essentiels sortent
Et puis, il y a des laissés-passer, il y a des, comment dire, vous sortez pour des raisons précises. Par exemple, vous allez à l'hôpital, vous allez à la pharmacie, vous allez vous ravitailler au supermarché. Et on peut imaginer donc une solution camerounaise qui fait qu'on peut faire que des gens puissent peut-être faire le marché à certains moments et à d'autres, ils sont confinés. Parce que justement, je reviens donc à ce que le docteur Baga disait, toutes ces mesures peuvent être appliquées, mais il faut, si vous voulez le terme, camerouniser nos mesures. Mais ces mesures ne doivent plus attendre. Ouais, le reproche qu'on fait au gouvernement, c'est qu'on n'a pas de lisibilité. Par exemple, là, on a dit qu'on a créé un fonds spécial. On a dit que voilà, 1 milliard, très bien, je vais contribuer. Mais beaucoup de gens, en contribuant, vont vous demander, OK, ça va servir à quoi exactement? On va faire quoi exactement? Dites-nous, voilà, voici les besoins. On est peut-être à 200 milliards de besoins. Très bien. Voici à quoi va servir. Là, tel argent va servir à s'occuper du personnel, tel argent va servir à s'occuper de ceci et ceci. Donc, il ne faut pas seulement prendre il faut pas seulement donner des bonnes intentions, mais il faut prendre surtout des mesures d'accompagnement. Et il y a 2 volets sur lesquels j'aimerais venir. J'aimerais revenir premièrement sur le personnel médical. Je prie le gouvernement de protéger le personnel médical et paramédical affecté à la prise en charge de ces cas. Parce que les nouvelles qui nous parviennent, on a déjà plusieurs médecins et plusieurs infirmiers qui sont infectés. D'ailleurs, il y a un hôpital de district à Bafoussam qui a été fermé parce qu'un personnel a été contaminé. Je ne sais pas le nombre de centres qu'on peut se permettre le luxe de fermer dans pareille épidémie, mais il faut protéger le personnel, il faut le former, il faut anticiper sur un certain nombre de choses. Et la deuxième, j'aimerais insister sur les mesures d'accompagnement. Parce que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va proposer comme solution, si on dit seulement on va faire ça et qu'à côté, il n'y a pas de mesures qui accompagnent, ça ne va pas marcher. Je prends l'exemple, je crois, j'ai suivi une information tout à l'heure, le Sénégal, le président Macky Sall a dit qu'il va donner 184 000 par famille pour que les gens restent... 184 000 francs. Oui, j'ai suivi une information comme ça, j'espère qu'elle est vérifiée. Environ 1 000 milliards. Oui, environ 1 000 milliards qu'il a débloqués, voilà, et 184 milliards par famille pour gérer le confinement. Je pense quand même que si on fait ces mesures, on peut quand même permettre, les gens n'auront plus de raison de sortir. Parce que si on dit seulement il n'y a pas de mesures d'accompagnement, je prends l'exemple simple, on a limité le nombre de places dans les taxis. Mais il n'y a aucune mesure d'accompagnement. Il y a des transporteurs qui menacent d'entrer en grève. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de mesure à côté. Parfois, on peut même bien expliquer aux gens la situation et ils peuvent comprendre et faire des sacrifices. Mais il faut qu'ils soient consentants. Mais de l'IGA, peut-être d'autres propositions éventuellement pour améliorer ce qui est déjà fait. Oui, la première chose, il faut noter que le pays est gouverné. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il n'y a personne à la tête du pays. Le pays est gouverné et la Constitution permet au président de la République de déléguer ses pouvoirs au Premier ministre et au ministre selon les cas. Donc il ne faut donc pas qu'on ait l'impression que si on ne voit pas le président de la République, ça veut dire que le pays n'est pas gouverné. Le Premier ministre est dans son rôle lorsqu'il convoque des réunions, lorsqu'il convoque le conseil des ministres qui fait chaque mois. Et le Premier ministre de l'administration territoriale qui dernièrement a fait une réunion dans laquelle on retrouvait le ministère des Transports, le ministère de la Santé, le délégué général de la Sécurité nationale, le secrétaire d'État de la Sécurité intérieure, tout ce monde était là. Ces personnes sont là pour accompagner le gouvernement dans la mise en pratique de mesures concernant la lutte contre le Covid. Donc, on n'a pas besoin de créer une cellule spéciale pour que c'est elle qui soit chargée de contrôler les personnes qui sont dans les hôtels en confinement. Non. Il suffit tout simplement que le secrétaire d'État sache que dans telle région, dans tel département, et dans tel arrondissement, il y a des personnes qui sont confinées et qu'il délègue la police ou la gendarmerie pour pouvoir s'occuper de ces personnes-là. Je suis d'accord sur une chose, et elle est réelle, c'est ce problème de mesures d'accompagnement. Il faut d'abord noter une chose, il faut quand même qu'on en parle, c'est cette histoire de confinement par rapport aux élèves. Parce qu'on a tendance à oublier que le Cameroun a quand même pris des mesures assez importantes pour que les enfants, les élèves, les étudiants rentrent à la maison. Malheureusement, on voit dehors les enfants de 6 ans, 7 ans en train de vendre. C'est-à-dire qu'en réalité, voilà une mesure qui devait être une mesure salutaire qui risque de retourner contre
les personnes qui étaient protégées. Lorsqu'on envoie des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans vendre des arachides ou vendre les trucs du matin au soir, ces enfants-là sont exposés non seulement aux accidents, ils sont exposés également au Covid-19. Voilà un exemple d'un confinement qui a dérapé. Alors, mais je dis, il faut des mesures d'accompagnement, ça c'est vrai. Et je crois que dans mon intervention que j'ai fait la dernière fois, je le disais, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a par exemple le carburant qu'on doit baisser. Je pense qu'il est anormal qu'on demande par exemple à un chauffeur qui transportait 35 personnes dans une voiture, et qu'on lui dise tu transportes 20 personnes, 30. Et tu n'as pas le droit d'augmenter le prix, alors que rien que le carburant lui prend pratiquement plus de la moitié de l'argent qu'il perçoit. Il faut bien qu'on leur dise, écoutez, peut-être pendant 3 mois, vous n'aurez pas à payer le taxe de stationnement, ou la taxe de stationnement, vous n'aurez pas à payer telle taxe, et ensuite, vous avez droit au carburant qui baisse. On peut même imaginer également de subventionner ces compagnies qui font l'interurbain. Mais vous savez, la politique du gouvernement aujourd'hui, elle est de demander aux personnes de ne pas bouger, sauf dans les cas où elles n'ont pas d'autre choix. Donc c'est un peu une sorte de confinement également. C'est-à-dire qu'on reste, pour nous qui sommes de Douala, qu'on n'aille pas hors de Douala. Moi je voulais aller à Yaoundé depuis 2 semaines, je ne peux même pas oser. Cela est sorti de ma tête parce que j'estime que même si comme j'ai ma propre voiture, c'est mieux de rester auprès des biens. Donc il y a une sorte de confinement dans ce cas-là. Donc je pense qu'il faut que le gouvernement prenne des mesures d'accompagnement sur le carburant. Que le gouvernement contrôle encore mieux au niveau du commerce, au niveau des commerçants. On a vu comment ils ont commencé à créer la pénurie artificielle. Il faut bien que le gouvernement renforce ces mesures. C'est bien qu'il y ait des gouvernements qui aujourd'hui ferment des magasins, des fraudeurs, etc. C'est assez important qu'ils fassent. Vous savez, lorsqu'on parle de la Chine ou la Corée a réussi parce que c'était un régime dictatorial. Non, Aussi simple que ça. La Corée du Sud est une démocratie, s'il vous plaît. C'était sur du Nord. La Corée du Sud. Non, je crois que Pas c'est la du Corée Nord. du Sud. Non, excusez-moi, je me suis peut-être trompé. Non, du Sud, c'est une démocratie. Oui. Je crois que c'est du Nord. Par contre, la Chine, c'est ça. La Chine a utilisé également les moyens électroniques. Oui. Ceux qui sont en Chine vont vous dire qu'ils sont fichés. C'est-à-dire que s'ils sortent même seulement de la véranda, on est informé. Nous Comme en pas... Corée du Sud, d'ailleurs. Voilà, même en Corée du Sud. On n'a pas la technologie. Donc on n'a pas cette technologie-là. Voilà. C'est pour cette raison que je dis que c'est nous tous qui devons nous battre. Et je pense que les mesures prises aujourd'hui par les maires sont des mesures assez importantes. Il faut quand même les saluer. Les mesures où, par exemple, au niveau du marché aujourd'hui, on a réussi à fermer des marchés pour pouvoir, pas seulement les fermer parce qu'il faut les fermer, mais pour les nettoyer, pour les dératiser, pour les désinfecter. Et lorsqu'on le fait, je pense que c'est des mesures assez importantes qui permettent aux gens de prendre confiance et se dire que oui, si nous fermons pour une bonne cause, pourquoi pas. Mais seulement, je l'ai dit, il sera difficile à un commerçant ou bien à une Bayam Salam qui sort le matin pour vendre son macabo et qui sait que dès qu'elle aura vendu, elle va avoir 1000 francs pour pouvoir acheter un peu de poisson, pour venir faire le malaxé à la maison, pour ne pas lui dire de rester chez elle pendant 1 semaine sans lui dire comment elle va faire pour nourrir ses enfants. Nécessairement, elle aura tendance à violer, même s'il faut qu'on l'arrête, elle acceptera d'aller en prison que de pouvoir rester mourir avec ses enfants à la maison. Donc, on peut donc envisager, comme je l'ai dit, comme le maire de Douala, Catherine là par exemple, fait, c'est-à-dire en disant, vous faites au marché de telle heure à telle heure, 4 ou 5 jours par semaine, les autres également. Ça fait qu'au niveau des marchés, il y a moins de personnes. On peut même imaginer également une sorte de localisation de certains marchés. C'est-à-dire, on prend des marchés comme on a par exemple ici les marchés de femmes, les marchés de chèvres, etc. Dans un marché comme par exemple le Grand Hangar à Bonabéry, on peut dire, on trouve un autre espace pas très loin de là, où il y aura des personnes qui vont peut-être vendre la tomate ou les autres qui vont faire ceci. Ça va décongestionner, il y aura beaucoup plus d'espace pour les personnes que là où ces personnes sont. Il y a beaucoup de mesures qu'on peut prendre, mais je dis, la plus importante aujourd'hui, c'est la prise de conscience par les Camerounais du fait que cette maladie existe, que cette maladie peut toucher tout le monde et que nous devons tous nous laver les mains, nous devons tous porter et là également, il y a un problème pour le masque, parce que tout à l'heure, je disais qu'il y a des contradictions au niveau il y a des informations contradictoires au niveau des médecins. D'un côté, on vous dit, portez des masques, que vous soyez sain ou malade. Et d'autres, on vous dit non, il n'y a que les malades qui doivent porter les masques, parce que, et du coup, ça crée un problème.
Lorsque vous voulez porter un masque, est-ce que vous vous dites, on va penser que je porte le masque parce que je suis malade? Alors que si l'information, le message était clair en disant que tout le monde doit porter le masque et que ces masques doivent être, par exemple, des masques qu'on peut confectionner au Cameroun. Pourquoi utiliser les choses qu'on jette après 3 heures alors qu'on peut, on peut faire des masques, on peut par exemple faire des masques que des gens prennent, qui portent et qui relavent. Et ça permet également à plusieurs personnes de ne pas donner l'impression que c'est encore une source de dépenses. Merci. Pardon, docteur, vous aurez la parole après le docteur Marie Baga. Docteur, ce sera certainement votre dernière intervention. Nous sommes à moins d'une dizaine de minutes, à moins d'un quart d'heure de la fin de l'émission. Donc, vous ferez non seulement vos propositions et puis votre mot de la fin. Oui, oui. Je suis contente qu'à un moment donné, qu'on se rejoigne dans ce plateau, parce qu'il ne s'agit nullement pas ici de politique, il s'agit de la vie des Camerounais, des questions de vie ou de mort. Donc, à un moment donné, je suis contente qu'on se rejoigne, surtout sur les mesures de bout de chaîne que les deux co-panélistes ont identifiées. Ça, c'est une très, très bonne chose. Mais notre but ici aujourd'hui, c'est aussi d'informer les Camerounais sur cette pandémie, et aussi d'aider notre gouvernement à mieux faire. Dans ce sens-là, moi, j'insisterai sur des mesures macro. Je suis un professionnel de santé publique. Ce qui se passe en bout de chaîne est la stratégie du haut. Et Dr. Kwame a dit quelque chose tout à l'heure, brièvement, en ce qui concerne l'aspect financier de cette crise du corona COVID-19. Justement, le ministère des Finances, on n'a pas beaucoup entendu parler de ces gens en collégial avec le ministère de la Santé ou de la Recherche scientifique et d'autres ministères pour la gestion de la crise. Parce que cette crise ne va pas seulement être ponctuelle, il va falloir gérer ce qui va venir après. Donc, il est impératif, et je ne cesserai d'insister là-dessus, qu'au sommet de l'État, il faut faire une stratégie globale de comment est-ce que, de manière macro, on gère la crise avant d'aller en bout de chaîne avec les mesures que mes co-panélistes ont dit tout à l'heure. Quand j'ai fini de dire ça, je dois être en accord avec Maître et en désaccord avec Dr. Kwame sur la création de nouvelles structures de gestion pour cette crise. Je pense que cette crise va être budgétivore et il n'est même pas conseillé de penser un seul instant à créer de nouvelles structures qui vont déjà, par leur création, engendrer une perte de ressources. Ce qu'il faut faire, c'est de capitaliser sur la ressource humaine déjà existante. La capitalisation de la ressource humaine déjà existante, c'est par exemple au niveau de chaque ministère impliqué, parce qu'on parle seulement des ministères clés, mais même les ministères comme le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, tous ces ministères-là doivent être dans la task force qui gère cette crise. Et au niveau de chaque ministère, voilà, ce sera ma première proposition, identifier des professionnels qui peuvent contribuer à la stratégie globale de déploiement pour le COVID. Et je vais toujours insister sur la stratégie globale parce que ce n'est que quand on a une meilleure stratégie globale qu'on peut la déployer en bout de chaîne. C'est ça qu'on appelle implémentation. On ne peut pas commencer par le bas pour aller vers le haut. Et les tâtonnements qu'on voit aujourd'hui vers le bas, l'implémentation, c'est parce qu'en haut, il n'y a pas de stratégie. Il ne faut pas réinventer la roue. Quand vous voyez le président Trump, tous les jours que Dieu a créé, se réunir avec ses senior officers, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qui sensibilisent dans les hôpitaux ou les médecins qui soignent les patients. C'est parce que cette stratégie, c'est ça qui va faire en sorte que ceux qui sont sur le terrain réussissent. Donc, à tous les ministères, identifier, créer une task force, je dirais le ministre de la Santé. Parce que je vais rappeler une chose, un ministre de la Santé n'est pas obligé d'être médecin. Parce que il n'est pas obligé d'être un médecin, il est obligé d'être un gestionnaire. Parce que quand on gère les choses, il nous faut juste des aptitudes dans la gestion. Et cette crise, il s'agit de la gestion. Et c'est elle qui fait problème.
Donc, je ne ferai pas le procès sur ce au ministre de la Santé de ne pas avoir un doctorat en médecine. Mais par contre, s'il ne réussit pas à s'entourer, pas seulement des médecins, des économistes, des architectes, des urbanistes, tous les militaires, toutes les couches de la société pour faire une task force contre ce coronavirus, toutes les mesures qu'il entreprendra en bout de chaîne, par exemple le confinement, c'est un exemple simple. Pourquoi les gens confinés réussissent à sortir? C'est parce que l'aspect militaire et puis gendarmerie ne sont pas impliqués dans la gestion du confinement. Si on a une task force, je prends un exemple, constituée de tous les ministères et des spécialistes identifiés à cet effet, chacun avec une feuille de route spécifique et des résultats à atteindre au niveau de cette crise, quand le ministère de la Santé va dire qu'on va faire des dépistages massifs peut-être dans la population, on sait naturellement que le point focal au ministère de la Défense va envoyer les éléments pour encadrer ce type de choses. On n'est pas efficace quand on est dispersé. Et je suis sûre que si la ministre de la Recherche scientifique avait consulté un temps soit peu le ministère de la Santé, elle n'aurait pas dit que le Cameroun a découvert que la chauve-souris était l'hôte du coronavirus. Quelqu'un là-bas lui aurait dit que ça avait déjà été mentionné quelque part. Donc, moi, ma proposition, je ne vais pas revenir dans des propositions de bout de chaîne que les compagnonnistes ont dit. Je suis totalement d'accord avec eux. Mais au-delà des propositions de bout de chaîne, il faut une stratégie, une task force, d'éléments déjà existants. Ça ne sert à rien d'aller créer d'autres postes qui vont devenir encore des sujets à des financements. Faire avec la ressource existante, impliquer tous les ministères, créer une task force spécifique au coronavirus et avoir une stratégie qu'on va décliner. Et les points focaux seront exactement ce qu'ils doivent faire en bout de chaîne. Bien entendu, je finirai par là. Terminé. Les mesures d'accompagnement sont efficaces et quand on voit les pays comme le Sénégal qui décident de donner 180 et quelques mille par mois à tous les foyers, on se demande si le Cameroun est incapable de faire ça. On est d'accord qu'on va peut-être s'endetter, on va peut-être puiser le budget d'autres ministères et autres choses, mais est-ce que la vie des Camerounais ne vaut-elle pas le coup? Il faudrait absolument que, pour que le confinement soit respecté, il faut que les Camerounais soient rassurés du fait que s'ils restent à la maison et qu'ils ne vont pas à leurs occupations, qui sont finalement ceux qui leur donnent de quoi manger, il faudrait pouvoir leur donner des garanties qu'à la fin du mois, ils pourront avoir quelque chose dans leurs assiettes. Ça peut peut-être pas être de l'argent. Finir, docteur. Ça peut être la distribution alimentaire. On a vu cela, par exemple, je pense au Rwanda, par foyer. Mais ce qui est sûr, pour terminer, et ce sera mon mot de fin, il faut absolument que les populations soient rassurées. Bon, peut-être en un mot, docteur, pour terminer véritablement. Un mot sur la communauté camerounaise aux États-Unis ou alors tout autour de vous, à Washington, à New York. Vous avez des nouvelles? Comment ça s'organise là-bas? Ben, écoutez, à Washington, DC, où je suis, nous sommes en conflit déjà il y a 3 semaines. Tous les administrations ou les bureaux ont décidé de dire à leurs employés de faire du téléworking et ça fait 3 semaines que ça dure. Donc, les entreprises privées, ont pris la décision avant même les gouvernements parce que ici, vous savez, c'est 50 États et le district de Columbia. Moi, je suis dans le district de Columbia et la maire du district a décidé la semaine dernière de faire le confinement et hier, les États de Virginie voisins et du Maryland ont décidé aussi un confinement et un couvre-feu, je pense, à partir de 20h. Ici, les gens, c'est ce que je disais en début d'émission, les gens sont assez disciplinés et ils comprennent assez vite les challenges et les enjeux qu'il y a à suivre les règles. Les règles sont scrupuleusement suivies. Et de ce point de vue-là, je pense que la communauté camerounaise, du moins, les Camerounais avec qui je suis en contact ici aux États-Unis, tout le monde, le mot d'ordre, c'est de rester chez soi et de suivre les règles du gouverneur de l'État dans lequel on est. Et si jamais on a des symptômes, il y a des numéros pour ça et appeler rapidement son médecin traitant. Donc, de ce point de vue-là, nous nous inquiétons plutôt pour le pays parce que nous, on l'a vu venir très rapidement et en tant que professionnel de santé publique,
et les cours dont je vous parlais tout à l'heure, on s'inquiète pour le Cameroun parce que ni les moyens logistiques, financiers, ni humains, nous ne les avons pas pour se permettre ce genre de choses. C'est pour ça qu'il est important d'être avant-gardiste dans ces histoires et surtout proactif dans l'information de la population et surtout la stratégie de gestion globale de cette crise. Merci infiniment, Dr Marie Baga. Vous êtes resté 2 heures durant avec nous depuis Washington, D.C. pour évidemment nous apporter votre lecture, votre expertise et votre regard de ce qui se fait ici au Cameroun dans le cadre de cette lutte contre le coronavirus. Merci vraiment à vous. Peut-être vous allez suivre la fin de l'émission, mais on en a fini avec vous déjà. Docteur Kwam, le mot de la fin. Alors, tout à l'heure, je voulais faire c'était une dernière doléance. Je vous en prie, désengorger les prisons. Écoutez, j'ai fait 9 mois de prison. Je sais de quoi je parle. Je vous en prie, désengorger les prisons. Et je crois que c'est possible. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à faire en prison. On peut décider, par exemple, ceux qui ont une peine qui reste inférieure ou égale à 3 ans, on les fait sortir. Je crois que c'est ce qui a été fait en Éthiopie. Même au Niger, ça a été fait. En Afghanistan, en Iran, les gens, on a désengorgé les prisons. Je suis d'accord même que même les prisonniers de prévention éperviers, qu'on les fasse sortir, encore plus que la plupart sont de vieilles personnes. Je vous en prie, désengorger les prisons. Parce que la prison centrale de Konengi, par exemple, de Yaoundé-Konengi, qui est prévue pour 900 personnes, a plus de 5000 pensionnaires aujourd'hui. Les gens marchent les uns sur les autres. Donc vous imaginez que si une seule personne a le coronavirus là-bas, et je vous assure, l'alimentation, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vous assure, ce sera un carnage. Je vous en prie, désengorger les prisons. C'est compris. Et je prie le gouvernement, je prie le président de la République de prendre ses responsabilités et de réunir tout le monde autour de lui. Ça s'est fait ailleurs. Quand il y a la guerre, il faut être capable de laisser les égos de côté, de s'asseoir ensemble et de dire comment on fait pour sortir de là. Et après, on va pouvoir discuter d'autres choses. Maître Joseph-Claude Biliga. Ce que je retiens, c'est qu'il dit, mettons les égos de côté, mettons la politique politicienne de côté. Parlons en tant que Camerounais. Je tiens à indiquer que le gouvernement travaille avec les médecins, avec l'ordre des médecins, et que mes copanélistes ici ou ailleurs peuvent également s'adresser à ces médecins, à l'ordre de médecins, pour pouvoir apporter des propositions. Je suis entièrement d'accord avec lui sur les prisons. Et j'ai écrit, c'est l'un des sujets sur lesquels je voulais intervenir, pour dire qu'il faut désengorger les prisons. Tout à l'heure, on parlait de confinement. Je vous ai dit que dans certains pays comme en Éthiopie, on a libéré certains prisonniers. On peut le faire ici chez nous, même en organisant des procès d'une manière accélérée. On a vu ça ici. Moi, je me rappelle, jeune avocat, quand on voulait faire sortir les gens de la prison, on organisait, par exemple, d'envoyer un procès, une affaire à 5 jours, on fait ça sous forme de session. C'est-à-dire que l'affaire commence aujourd'hui, on renvoie au lendemain. Donc, on peut réquisitionner toutes les salles, par exemple. On a 4 tribunaux ici. À Douala, on envoie les gens à Bonabéré, on envoie les gens à Merci, maître. Et ces personnes interviennent et on les met dehors, on les envoie dans les prisons secondaires et autres. Ça permet qu'il y ait moins de personnes dans les prisons. Merci. Je voudrais effectivement rappeler que jeudi de la semaine dernière, le procureur de la République du Littoral, Jean-Claude Awala Odogué, qu'on a d'ailleurs vu dans nos différentes éditions d'information, a effectivement tenu une rencontre. C'est le procureur du général. Oui, le procureur général. De la République. Oh, pardon. Pardon. Pourtant, il est acquis dans ma tête que c'est bien le procureur général de la Cour d'appel du Littoral, Jean-Claude Awala, qui a tenu une rencontre ici avec ses différents collaborateurs et les administrations avec lesquelles il travaille pour effectivement demander à ceux-là de bien diligenter les affaires pour que désormais les gens ne soient plus systématiquement envoyés en prison et élargir éventuellement ceux qui peuvent l'être avant même ce point fatidique. Merci à vous également qui êtes restés jusqu'à 23h ce soir pour regarder cette émission. J'espère que vous avez été édifiés. L'heure est à la lutte contre le coronavirus. Chacun doit y mettre du sien pour la garantie de la sécurité sanitaire de tous. Respectons les mesures prescrites par le gouvernement de la République. Respectons les mesures indiquées par l'OMS. Pour l'instant, ce sont les seules mesures qui pourraient évidemment préserver les vies. Bonsoir et à mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur table.